Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur, justement, du milieu diversifié? Tu dis, c'est de sortir de... Je l'ai dit tantôt. Ouais. Tu veux jouer dans la NBA, t'as You bien gotta beau leave. être le champion de Montréal-Nord, le You gotta champion leave. d'Anjou, là, tu seras jamais dans la NBA. Va être le champion de New York, le champion de Boston, le champion de Charlotte. C'est là où est-ce que la NBA, elle est. Tu veux jouer dans la Champions League, va en Europe. Donc, go where the market is. Il faut être présent là où l'argent est. Si tu veux vendre des cravates, va pas dans une convention de bikini. Voyons donc. Tu sais, tu veux vendre des cravates, va dans une convention où est-ce qu'on vend des costumes. Donc, faut aller là où est-ce que le marché est. Ouais. Donc, il faut se mettre dans des postures et conditions de succès. Puis parfois, nous, les afrodescendants, on a souvent de se mettre, on met la barre tellement haute que c'est difficile de réussir. Donc, si tu veux vendre des repas comme ça, c'est qui la majorité? Tout le monde mange. Non, la majorité, c'est des Québécois. OK. Bon, faut vendre aux Québécois. Puis quand ils vont avoir goûté ça, ils vont dire, oh my God. Ouais, je comprends. Ils vont, hey, Ginette, t'as-tu vu ça? Oh my God. Ouais. C'est exotique, c'est bon. Mais, et le Québécois, il est bon comme ça. Quand il aime quelque chose, il va en parler à tout son entourage. Donc, c'est comme ça que la soupe wonton est devenue soupe wonton partout. C'est comme ça que, tu sais, le General Tao Chicken est devenu General Tao Chicken partout. Il n'est pas General Tao Chicken juste pour les Chinois. Donc, il faut exporter notre valeur, nos talents, nos capacités au grand marché. On a souvent tendance à rester dans des petits marchés. Donc, ce qui fait qu'on compétitionne pour des petites affaires. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What do you do, my people? We back. Another one. Le complexe. Let's go. On a un invité spécial aujourd'hui. Un invité qui va me demander de prendre une feuille et d'énumérer tout ce que cette personne-là a fait, a accompli. Puis c'est important de le faire parce que on veut être sûr que l'auditoire sait exactement qui qu'on a avec nous. Donc on a quelqu'un qui vient de l'ingénierie électronique et informatique, étudié à l'université Northeastern de Boston. Ensuite en gestion au HEC. On a quelqu'un de MIT avec nous. Je pense jamais que j'ai eu quelqu'un de MIT dans mon entourage, donc c'est une première. Puis il a pas fini avec ça, il est revenu faire un MBA par la suite, McGill, HEC, Montréal, donc quelqu'un qui a accompli beaucoup au niveau des études. Par la suite, il a emmené tout de suite ça sur le marché du travail, travaillé comme un déchaîné aux États-Unis, en Allemagne. Par la suite, tu reviens à la maison pour pouvoir développer notre technologie ici. Reçu plusieurs prix, médaille de l'Assemblée générale du Québec, prix Lise Wattier. Ça, c'est parmi les plus récents, probablement plusieurs autres. Plus jeune, chancelier, à 48 ans, de l'Université de Montréal, et le premier noir aussi, chancelier. Donc, on en coche 2. On a avec nous Franz Saint-Élimi. Merci. Cheers to that. Hey, merci pour l'invitation. Cheers to that, guys. Belle façon de se accueillir. C'est important de savoir qu'il y a du monde comme ça dans la communauté qui travaille, qui sont accessibles, qui sont proches. Puis merci de venir nous voir pour pouvoir partager ça avec nous. Parce qu'on a plusieurs questions. Pour commencer, on a eu de la super bonne bouffe de la signature 1804. Très bien. Shirley, merci beaucoup. On a super bien mangé. Comme d'habitude, elle nous a fait du bon comfort food. Okay, c'était une première pour France. On a eu des burgers que vous voyez plus. Banane plantain. C'était succulent. J'ai adoré. C'était incroyable. On a de la pizza faite à base aussi de banane plantain avec de la viande de chèvre, du goat. On a ici un étagé de pommes de terre, patates avec de la sauce spaghetti, du fromage. L'hiver commence. On a besoin du comfort food. On a besoin de la bouffe qui va nous garder au chaud.
Donc, c'est super bon. Merci beaucoup. La signature 1804, allez les voir. Allez voir leur page Instagram. Faites des commandes. N'importe quel événement. Ça vous tente pas de cuisiner. Elle va vous faire un bon repas. Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion, inspiré des goûts des Antilles et grâce aux produits du Québec. La Signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, La Signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe et la signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Grand mangeur avec nous? Ben, j'ai mangé ce que je pouvais manger. Ouais. Le burger était juste fabuleux. Est-ce que tu cuisines un peu? Non. Non. C'est correct. C'est correct. Pourtant, je suis un bon cuisinier, mais je ne cuisine pas vraiment. Ouais. Le temps te le permet pas, mettons, Non, c'est même pas le temps, c'est le désir. Ah ouais, hein? Ça te tente pas de rester. Transparence. Mais je suis chanceux, j'ai une femme qui est extraordinaire. Joseph, elle est excellente. Ouais, on a reçu Elle Vicky. Elle nous a dit que pour elle aussi, des fois, c'était plus difficile. Vous avez un horaire quand même chargé, fait que faut s'adapter à ça. Donc, c'est tout à fait normal. Regarde, on va commencer. On a quelqu'un d'occupé avec nous, fait qu'on peut pas abuser de son temps. On va essayer de maximiser ça. Donc, j'ai expliqué un peu ton parcours. Arrivé à Montréal, t'as étudié à Montréal, secondaire, cégep. Par la suite, aller aux États-Unis, faire tes études universitaires. On revient à Montréal, continuer ses études, se parfaire son parcours professionnel. C'est quoi qui a été le plus difficile dans ce parcours-là? Mais je te dirais, le plus difficile, c'est l'isolation, parce que, tu sais, moi, j'avais comme impression que pour arriver à mes objectifs, il fallait que j'aille dans le plus gros marché, qui était les États-Unis. Puis ça veut dire aussi, tu laisses tes amis, tu laisses ta famille, tu t'isoles, puis tu commences presque, dans le fond, à zéro. Donc, l'isolement, la solitude, il faut être à l'aise à être inconfortable, puis il faut être à l'aise avec cette solitude-là. Donc, moi, je dirais que c'est ce qui était le plus difficile. Quand t'es parti, ouais. Dès le début, ouais. Partir à Boston. C'est jeune pour quitter la maison, quoique j'ai poussé mon plus vieux à quitter à 17 ans. Mais bon. Pour les bonnes raisons, ça vaut la peine. Oui, ben en fait, moi, si c'était à refaire, j'aurais même pas fini mon cégep. Je serais parti à mon cégep. Donc, j'ai eu une expérience extraordinaire, puis je le souhaite à tous les jeunes qui sont au secondaire, qui nous écoutent, de vivre cette expérience-là, parce que ça te forme, ça te force à devenir une personne, à ta propre identité, mais aussi à avoir des objectifs. Puis l'envers de ça, qu'est-ce qui t'a aidé justement à passer à travers tout ce parcours-là? C'est quoi qui t'a le plus aidé? OK, bon. Le politically correct, c'est essentiellement, je voulais pas échouer. Mais la vraie réponse, c'est que j'avais la voix de ma mère, de mes frères et sœurs qui étaient pas fait nous honte, non. Donc, alors, tu représentais d'autres personnes. Je voulais pas faire honte de ma famille, donc il fallait absolument que je revienne avec ce fameux diplôme et ne pas revenir comme un chien abattu puis désolé que c'était un échec. Donc, la motivation était une motivation interne. Oui. Ben, toute source de motivation, moi, je la trouve bonne. Là. Si c'est la famille qui te motive faut que tu ramènes quelque chose pour eux, puis tu es capable de te sacrifier pour ça, mais ça en dit beaucoup. C'est vrai, mais sauf que il faut que ce soit sain. Oui, définitivement. Tu sais, je veux dire, on veut pas non plus donner tellement de pression à nos jeunes qui vont craquer ou qui vont faire des diplômes ou ils vont aller étudier juste parce que leurs parents leur demandent d'aller étudier. Il faut avoir une motivation. Moi, j'étais chanceux, j'avais une motivation très jeune, mais c'est pas donné à tout le monde. Parfois, ça nous prend un peu plus de temps avant de se retrouver. Puis c'est correct aussi dans la vingtaine de se trouver parce que c'est encore très jeune, la vingtaine. Il y a encore énormément de choses que tu peux apprendre à 20, 25, 30 ans. Évidemment, quand tu commences à toucher le nord de la vingtaine, c'est clair qu'il faut que tu commences à te décider, mais il est jamais trop tard. Même à 40 ans? Même à 40 ans. Non, maintenant, oublie ça, là. Ray Crockett, là, ou pas Ray Crockett, mais Colonel, il est parti ça après sa retraite. Kentucky Fried Chicken partout. Ray Crockett, c'est un failed guy.
Puis il a trouvé McDonald's, il stumble dans McDonald's. Ben lui, c'était dans la fin de sa vie, tu sais, fin de la cinquantaine. Donc, il n'est jamais trop tard. Puis, on a parlé aussi d'un rôle que tu as réussi à avoir. Tu as été le plus jeune chancelier nommé, 48 ans, Université de Montréal, et le premier noir. Explique-nous un peu, c'est quoi un chancelier? C'est quoi cet honneur-là? Pourquoi toi, aussi jeune? Bonne question. En fait, bon, d'abord, le chancelier de l'Université de Montréal a 2 fonctions principalement. Première, c'est un ambassadeur. Donc, c'est le chancelier. Donc, ambassadeur, c'est aussi la diplomation. Donc, la remise des diplômes, les collations de grade, les relations avec les diplômés, les relations avec les gouvernements, les relations avec les anciens diplômés ou la philanthropie, ainsi de suite. Puis, il y a un rôle de gouvernance. Je suis aussi président du conseil d'administration de l'université. Le rôle, le principal, c'est la gestion du budget annuel. C'est aussi de nommer le recteur, l'équipe d'exécutifs, les doyens, et ainsi de suite. Donc, c'est une responsabilité quand même qui est assez importante. Donc, l'Université de Montréal est unique dans ce sens-là, parce que si on compare, par exemple, à McGill, mais le chancelier, c'est une personne, et le président ou la présidente du CA, Maryse Bertrand, c'est une autre personne. Donc, c'est Pierre Boivin, l'ancien PDG de Canadien de Montréal, et c'est Maryse Bertrand qui Pierre Boivin est chancelier, et Maryse Bertrand, elle est présidente du conseil d'administration. Toi, tu fais les 2. Moi, je fais les 2. Puis, c'est quoi qui les a poussés à aller vers toi Mais je pense que l'Université de Montréal, elle est en évolution, elle est en transformation dans plusieurs cas. Puis, l'université cherche à devenir plus entrepreneuriale, plus axée sur sa communauté, plus jeune, voulait se rajeunir dans sa direction, dans sa façon de voir, mais aussi on est dans l'ère numérique. Donc, les technologies vont jouer un rôle très important dans l'ensemble de l'éducation, mais aussi dans l'ensemble de la société. Donc, je pense que c'était comme j'étais déjà sur le conseil d'administration, c'est tout à fait naturel qu'ils amènent cette orientation-là, que j'ai contribué aussi à amener une orientation beaucoup plus pragmatique, axée sur sa communauté. Donc, une université qui appartient à la communauté versus qui appartient juste aux chercheurs et aux professeurs. Alors, je pense que c'était ça. Puis, honnêtement, il n'y a pas eu de processus d'élection ou de recherche. C'était, j'ai reçu l'appel du secrétaire général qui m'a dit, c'était un courriel, en fait, c'est pas vrai. Oh ouais, hein? Un courriel. Courriel. J'aimerais ça te parler, tu sais, du chancelier de l'université. Et j'ai dit oui, avec plaisir. Puis ben, on s'est parlé. Il m'a dit, ben, on aimerait ça que tu deviennes le nouveau chancelier de l'université. J'ai dit, non, tu te trompes, là. Moi, je suis pas retraité, là. je suis un professionnel. Donc, alors, dans cette logique-là, je pensais qu'il voulait juste mon opinion sur le chancelier. Et j'ai dit non plusieurs fois. Je me voyais pas comme chancelier de l'université. Puis au bout d'insistance, ils ont dit, écoute, si tu ne veux pas, on n'a pas d'autre choix, là. On a besoin de toi. Donc, j'ai été vraiment charmé par le fait que l'université ne voyait personne d'autre que moi pour devenir le prochain chancelier de l'université. Shout out à l'Université de Montréal pour ça. Ouais. Vraiment. On apprécie. Donc, merci d'éclairer c'est quoi un chancelier, parce que sincèrement, j'avais aucune idée. Tu vas à l'école, tu sais pas c'est qui ces gens-là qui prennent toutes les décisions, tu sais pas c'est qui, mais pourtant, puis il y en a beaucoup qui vont à l'école puis qui graduent pas nécessairement, qui finissent pas le processus, mais qui font partie quand même de tout ce qui fait vivre l'université. Fait que c'était bon, j'espère que les gens ont bien compris ce que c'est. Ben, juste peut-être, tu sais, l'université, les gens ne le savent peut-être pas, l'Université de Montréal, c'est 70 000 étudiants. C'est entre l'Université de Montréal, HEC et Poly. C'est plus de 20 000 employés. C'est un budget opérationnel de pas loin de 2 milliards de dollars. Donc, c'est énorme comme institution. C'est 10 milliards de parcs immobiliers. Actuellement, il y a 1 milliard de chantiers actifs à l'Université de Montréal.
Donc, si c'était une entreprise privée, ce serait une des plus grandes sociétés au Canada. Donc, c'est quand même extraordinaire que ça se passe chez nous. Ici, hein? Ouais. Innovation, technologie. Ouais. Fait que, comme tu l'as dit, t'as étudié, t'as eu la chance d'aller étudier un petit peu partout aux États-Unis, ici aussi, mais t'as travaillé aussi en Allemagne, si je me trompe pas. Oui, à Dresden. En Dresden. Allemagne Juste rapidement, est-ce que t'étais président pour, si je me trompe pas, la présidence du ZMDI ouais. en Allemagne? T'as fait combien de temps là-bas? En totalité, c'est 7 ans. Okay. Wow. Écoute, c'était un projet, ce qu'on appelle en anglais un leverage buyout. Donc, c'est une acquisition par dette. Donc, c'est un ancien collègue de classe, d'ailleurs, qui m'a contacté, Thilo Van Selchow, qui, lui, vient de 300 ans de richesse. Et moi, je viens de old 0 money. année de richesse. Old money. Very old money. Yeah, tu peux juste imaginer 300 ans, il y a eu des guerres, là. C'est fou, là. They still made money. Alors, et lui, ça fait plusieurs années, il cherchait une opportunité pour qu'on puisse collaborer. Puis, en 2010, il a pris contact avec moi. Il m'a dit, écoute, il y a une petite société qui est à vendre. Elle est dans le fond, elle appartient à l'État de la Saxonie. Donc, tu sais, ceux qui connaissent un peu, connaissent pas l'Allemagne. L'Allemagne fonctionne par, tu sais, comme ici, nous, on a des États, on a des provinces, aux États-Unis, des États, mais eux, ils ont des États aussi. La Saxonie, c'est complètement de l'Est. Ça fait partie du corps de l'Allemagne de l'Est. C'était en fait la capitale de l'Allemagne de l'Est. Et Dresden, c'est la dernière grande ville à être bombardée durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont détruit Dresden. Là. Les Alliés, là, ils ont détruit Dresden. Et quand Dresden a été reconstruit, c'était devenu le centre de recherche en technologie du bloc de l'Est. Donc, l'Union soviétique et même Vladimir Poutine était stationné à Dresden. Alors, quand le mur de Berlin est tombé, les assets, les joyaux de l'État ont commencé à être vendus pour développer l'économie, mais aussi amener d'autres formes d'activités économiques privées en Allemagne de l'Est. Et la famille de Thilo avait acheté l'ensemble d'une manufacture de produits technologiques à Dresden. Et essentiellement, la famille voulait se départir de la portion des semi-conducteurs, et c'est comme ça qu'il m'a appelé, parce que je suis un expert de semi-conducteurs, pas parce qu'il était mon ami puis qu'il m'aimait beaucoup. Ça aurait été cool que ce soit le cas, mais c'était pas le cas. Et c'est là qu'on a fait un leverage buyout. C'est petit, c'est 30 millions d'euros d'acquisition. Et le but, c'était, dans le fond, c'est comme faire un flip. Tu achètes une maison, tu la retapes, puis tu la remets bien belle, puis... Exact. You sell it to the highest bidder. Yeah. Et donc, on a acheté pour 30 millions. On a mis 16 millions de down, d'acompte. Et évidemment, on a pris de la dette pour l'équivalent de 25 millions. Donc, l'acquisition, c'est 30 millions, mais ça nous prenait du fonds de roulement parce qu'il faut faire avancer. Puis ensuite, le plan demandait qu'on garde les revenus. Elle faisait 30 millions d'euros de revenus, donc une fois les revenus. Et l'idée, c'était de l'amener à 40, 50 millions et puis qu'on la revend 3, 4 fois les revenus. Et bien évidemment, comme toute chose, tu achètes une maison, tu fais l'inspection, puis tu regardes. Tu trouves des problèmes. Mais tu arrives dans la maison, tu t'assois, tu te dis, my God, il y en a, c'est comment j'ai pas vu ça? Alors, donc, c'est ce qui nous est arrivé. Il y avait des trous partout. Les revenus ont chuté de moitié. Oh, wow. Et là, tout le modèle financier tombait à l'eau. Puis finalement, bon, faire une longue histoire courte, on a dû remonter le modèle financier, refinancer la compagnie. Et un jour, on fera un podcast sur How Rich People Stay Rich Forever, parce que c'est là que j'ai appris une grande leçon. Ça a été l'humilité. Donc, je suis passé de 50-50. Et quand l'aventure s'est finie, c'était 90 pour la famille de Thilo, 10% pour moi.
parce que quand il fallait refinancer, lui, il s'occupait du cash. C'est lui qui était C'est lui, le cash flow. financial engineer. Moi, j'étais le gars opérationnel qui développait la business. Donc, les revenus sont passés de 15, on a monté quand on a vendu en 2015 à plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on l'a remonté de façon extraordinaire. Nos clients, c'était les Samsung, les Apple de ce monde. On avait des produits fantastiques, mais aussi on avait un backlog de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui était dans le secteur de l'automobile qui n'avait pas encore commencé. Mais quand ça fait 300 ans que tu as de la richesse, tu es habitué à du 2, 3, 4% de croissance. Donc, en autant que tu bats l'inflation, you stay rich forever. Je comprends. Et eux, c'était ça leur modèle. Puis là, pendant 3, 4 ans d'affilée, on triple, on quadruple. Eux, ils pensent que c'est gagner à la loterie. It will not last. Puis alors que moi, j'étais comme, non, on vient juste de commencer, là. Le potentiel, il est vraiment plus loin, là. Et là, comme on avait emprunté de l'argent de l'État de la Saxonie, donc on a acheté la boîte de l'État de la Saxonie, il y a comme un buyer, une balance de vente du vendeur. Donc, j'achète ta maison de toi, tu es le propriétaire, je te donne 10 millions, la maison vaut 20 millions, tu gardes 10 millions de dette avec un lien sur la maison. Alors, eux, ils avaient une dette nous, on avait une dette de 10 millions avec l'État de la Saxonie. Et en 2015, il y avait des élections qui allaient se passer. Et le gouverneur de l'État de la Saxonie ne voulait pas avoir un lien avec une entreprise qui était gérée par un Noir, Canadien, francophone, qui ne vit pas, qui n'est pas allemand. Donc, qui fait juste la transition, qui est là une semaine sur 2 ou 10 jours par mois. Alors, lui, il voulait pas expliquer ça à ses électeurs. Et il a demandé de rembourser sa dette, le 10 millions. Et finalement, c'est là que on a dit, bon, on va faire une offre, on va acheter cette dette-là. C'était une dette convertible en actions. Donc, on va acheter la dette à la valeur actuelle de l'actionnariat aujourd'hui. Et c'est là qu'on a fait une valorisation qui était de Deutsche Bank. Deutsche Bank ont évalué l'entreprise entre 350 à 500 millions. Et là, la famille de Thilon a dit, oh my God, we have to sell. C'est là. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais plus contrôle. Et c'était eux les actionnaires majoritaires. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Allemagne. On a vendu l'entreprise en décembre 2015 à une entreprise qui s'appelle Integrated Device Technology dans la Silicon Valley. Et j'ai dû continuer l'aventure pendant un autre 18 mois avant de revenir, mais c'était ça mon aventure en Allemagne. Wow. Impressionnant. Belle expérience. Non. C'est une expérience parce que j'aurais pu être riche à vie. Mais j'ai appris. Exact. Ça devient quand même une leçon. Fait que ça reste quand même positif. Est-ce qu'il y avait moyen, malgré que c'est eux qui avaient le cash flow, de construire un contrat qui fait en sorte que tu ne perds pas ton pourcentage, ton 50-50 que tu avais à un certain point? Mais ça, c'est ce qu'on appelle une convention d'actionnaire. Et moi, étant naïf, je n'ai pas de convention d'actionnariat. J'avais pas d'expérience, j'avais pas d'expertise, je savais pas comment ça fonctionnait. Moi, là, dans ma tête, c'était pas protégé du tout, là. We are partners, puis on est là. Donc, il n'y a pas de contrat. Ensuite, moi, je dirigeais l'entreprise, je suis président de l'entreprise. Je n'ai pas de contrat de président. Je suis l'employé le moins payé. Je me payais comme tout bon entrepreneur qui se dit, je vais me payer en dernier. Ce qui est stupide. Donc, je me suis jamais donné d'option d'action, jamais un contrat, jamais de performance basée sur la croissance. Je t'imagine, je suis passé de 15 millions à 70 millions quand on a vendu en 5 ans. C'est malade comme croissance. Donc, moi, ça aurait été l'inverse. Ça aurait dû être l'inverse. C'est moi qui aurais dû avoir une plus grosse majorité de l'actionnariat. I was doing the job. Mais, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas réalisé. Fait que lui, à chaque fois qu'on avait besoin d'argent, donc, morale de l'histoire, c'est que tu es un entrepreneur, il faut financer la décroissance, mais la croissance, l'hypercroissance, il faut aussi la financer. Donc, tu vas produire des pièces pour Samsung qui te dit, je vais en acheter 100 millions d'unités. Mais il te dit que dans ton contrat, que tu dois être capable de doubler ta capacité sur demande à l'intérieur de 6 mois.
Donc, ce qui veut dire que tu dois réserver de la capacité de production. Donc, il faut que tu achètes des matériaux, il faut que tu achètes, tu ressources. Donc, tu finances Samsung. Et le contrat dit quand tu ships à Samsung, il te paie en 90 jours. Mais effectivement, tu collectes en 120 jours. Donc, t'as un gros contrat, mais il faut que tu produis, il faut que tu aies des capacités de 200, pas 100, et tu te fais payer à tous les 120 jours. Donc, il faut que tu te finances. Donc, tu te finances dans l'hypercroissance. Et ce qui fait en sorte qu'à chaque fois, il fallait mettre de l'argent. Et eux, ils se mettaient de l'argent, ce qu'on appelle en termes de jargon financier, un pike. Donc, il dit, moi, je te donne $1 à 10% d'intérêt cumulatif, un peu comme font les cartes de crédit. Et une fois qu'il y a une transaction, je convertis automatiquement $1 en action. En action. Puis là, il ramassait tout. Oh my goodness. Est-ce que c'est encore ton ami aujourd'hui? Moins. OK. 2017, tu deviens... tu prends les rênes de Ledartech en 2017. Oui. Ledartech, qui est une compagnie qui se spécialise dans l'autonomie par elle-même des voitures électriques. Oui. OK. 360 sur la vision, sur l'autonomie du véhicule. Donc, peu importe qu'une voiture passe, un chien, une madame traverse la rue, feu de circulation. En gros, c'était je peux dire, simplifier la vie, okay, des conducteurs, conductrices sur les routes. Explique-nous un peu d'où est-ce que ça a parti, comment tu t'es retrouvé dans ce poste-là. C'est une entreprise qui est basée à Québec. Oui, exact. OK. Fait que ça a parti de où parce que je sais que quand même t'adores la technologie. Oui. Mais ça a été une découverte un peu pour nous de voir que t'étais au sein de cette industrie-là. Oui, ben en fait, c'est intéressant parce que moi, l'entreprise ZMDI, on développait des chips pour aller dans des capteurs. Et parce que on avait des problèmes de revenus à court terme, notre marché principal, c'était l'automotive. Mais parce qu'on avait des problèmes de revenus à court terme, il fallait trouver un marché qui avait un cycle d'adoption plus court. C'est là qu'on a été dans les téléphones cellulaires. Donc, on développait des capteurs qui détectaient l'intensité de la lumière. Donc, quand tu vois dans les véhicules aujourd'hui, les beams, là, les high beams, qui détectent l'intensité, qui s'ajustent automatiquement, c'est nos chips. Okay. Donc, on développait aussi des capteurs à pression pour ton braking system, tu sais, ton système de freinage, ton système de power steering, c'est tout. Puis ton système anti-rollover, donc c'est des gyros, des accéléromètres qui détectent le positionnement du véhicule et ajustent automatiquement s'il y a un risque que tu aies un rollover. Donc, on développait des capteurs et là, je me suis dit, OK, ce sera quoi la prochaine vague de croissance? Et c'est là qu'on a commencé à parler, des capteurs LIDAR. Et là, on a commencé à chercher. Puis là, je te parle vraiment, là, mars, avril 2015. On a commencé à regarder le monde. Puis là, il y a une entreprise à Québec, Ledartech, que ça fait depuis 2007 qu'ils font des lidars. Ah ouais. J'avais aucune idée. Je connaissais pas. Aucune idée. Alors, par hasard comme ça, j'écris contact at Ledartech sur le site. J'ai pas eu de réponse après un mois. J'ai demandé à un de mes gestionnaires de produits de prendre contact et ils ont pris contact. Et là, en recherchant, le président du conseil d'administration, c'est un dénommé Michel Brûlé. Et Michel, on avait siégé sur un conseil d'administration ensemble dans une autre entreprise. Et j'ai pris contact avec Michel. C'est Michel qui m'a mis en contact. Mon objectif, c'était de faire l'acquisition de Ledartech pour merger ça avec ZMDI. Mais finalement, nous, on s'est fait acheter en décembre 2015. Ouais. Alors, finalement, ça n'a jamais eu lieu. Par contre, une fois que la transaction a été consommée, puis avec le temps, en 2017, j'ai fait un investissement dans Ledartech parce que je trouvais que la technologie était unique et je pensais qu'il y avait un potentiel. Donc, c'est comme ça que je me suis vraiment rentré dans l'aventure de Ledartech. C'est vraiment en 2017 à travers cet investissement-là, mais la connexion, elle s'est faite déjà au printemps 2015. Puis on le voit aujourd'hui,
les véhicules, là, il y a un grand engouement pour les véhicules électriques aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, je peux dire presque toutes les marques d'auto ont une division électrique. Oui. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement avait annoncé d'ici 2035, s'il n'y a pas changé de date, que les constructeurs automobiles ne pouvaient plus vendre de véhicules à essence. Donc, tu peux continuer à posséder ton véhicule, mais tu pourras pas en acheter une dans un dealer. Mais nous, aujourd'hui, les DarTech, ce qu'on fait, c'est vraiment des logiciels basés sur... en fait, c'est de l'intelligence artificielle qui aide à cartographier l'environnement en 3 dimensions pour le véhicule. Et on fait ça entre 15 à 30 fois la seconde. C'est beaucoup plus rapide que l'œil humain. Et ce qu'on fait, c'est qu'essentiellement, à travers cette reproduction de la scène en 360, on rajoute les obstacles de la route et on détermine la planification de route. Donc, on permet au véhicule de planifier sa route et de prendre les décisions de conduite indépendamment du chauffeur. Donc, l'idée derrière ça, c'est que vous et moi, on est de très bons conducteurs, mais on est des conducteurs paresseux, distraits. Puis, tu sais, tous les 3, on va se mettre dans 3 voitures, on va conduire 100 mètres, puis on va arrêter un stop. On va le faire 100 fois, et chacun de nous, on va le faire 100 fois différent. Ouais. Le logiciel, je le programme une seule fois, je l'entraîne sur la route une seule fois, et je lui demande de faire ce même 100 mètres-là 100 fois pour arrêter au stop. Il va se faire exactement de la même façon 100 fois. Pourquoi? L'être humain, on est facilement distrait. Ouais. On n'est pas capable de refaire la même chose exactement. We don't know. We're analog. On ne peut pas répéter les mêmes affaires de la même façon. Ouais. Alors, le logiciel permet de faire ça. Et ce que ça fait, c'est que ça, malgré toute notre puissance humaine, on n'a pas une vision périphérique 360. À best, on est à 120 degrés par en avant. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a à côté à 180 degrés. Et il y a des risques qui sont reliés par notre incapacité de rester distrait. Ce qui fait que dans les pays de l'Ouest, dans les pays développés qu'on appelle, c'est 1,2, 1,3 millions de personnes qui sont mortes à chaque année d'accidents de route. 80% des cas, distraction. Donc, alors, la loi maintenant va mandater d'ici 2030 que tous les véhicules produits dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Corée du Sud et probablement aussi en Chine, tous ces véhicules-là doivent avoir des dispositifs qui permettent d'éviter les collisions, qui permettent que le véhicule, s'il voit qu'on est distrait ou qu'on n'est pas en mesure de prendre le volant, de conduire automatiquement et de nous amener dans une pause. Alors, c'est ce qu'on développe. C'est ce qu'on voit quand, par exemple, on voit avec les véhicules à essence aussi, quand tu es dans ta voie, puis pour X raison, l'auto détecte que tu changes de voie sans que tu le voulais réellement, mais il y a un bip bip, et même certaines voitures, ça te ramène. La voiture, exactement. Le volant, il commence à... il te ramène oui, automatiquement. Ben, en fait, les Tesla, par exemple, tu peux aujourd'hui, dans des conditions, dans des bonnes conditions, avoir une conduite autonome assez bonne. Le problème, c'est qu'avec les Tesla, c'est caméra seulement. Donc, le logiciel, il est dépendant 100% de la caméra. Donc, si la caméra ne voit rien, le logiciel est aveugle aussi. Alors, nous, notre technologie, ce qui fait qu'il est différent, c'est qu'on utilise des données provenant de tous les capteurs, incluant la dynamique de véhicule. Donc, dynamique de véhicule, ça veut dire, est-ce que tu roules sur une chaussée glissante, mouillée, une chaussée sec? Est-ce que tu es sur du gravier? Est-ce que tu es dans la boue? Ça dit beaucoup. Parce que façon de freiner dans la boue, c'est pas la même chose que sur une chose. Donc, tout ce qui se passe autour, on l'utilise comme intelligence de conduite dans notre logiciel. Et c'est ça la grande différence avec nous, les Tesla. Donc, on est les seuls au monde à faire ça. On est unique et on pense qu'on a un potentiel de marché qui est extraordinaire. Puis, je pense que ça a bien beaucoup de bénéfices à ces technologies-là. Puis, j'ose croire que ça va se développer au fil des années aussi. Il y a la 2 milliards de dommages. Non, excuse-moi. Trillion.
2 trillions. Ouais, trillions. Ouais, trilliard, probablement en français, mais trillion. Tu sais, Ouais. c'est 2 T, pas 2 B. OK? C'est 2000 B. Ouais. OK? De dommages que les compagnies d'assurance paient à chaque année. Pour les Ouais, accidents. goodness. Et ça pourrait être plus. C'est énorme. Ça pourrait être plus. Ils payent même pas tout. Mais là, si tu commences à compter l'Inde, l'Afrique, la Chine, tout ce qui est pas reporté, ça, c'est ce qui est reporté. Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai des accidents avec mon auto, j'ai jamais rapporté à l'assurance. Ouais. Fait que, le chiffre peut être probablement beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Donc, c'est un potentiel énorme. C'est 2700 personnes qui sont mutilées par 2,7 millions, pardon, de personnes mutilées par des accidents de véhicules par année. Mais j'ai vu un documentaire qui montrait comme ces voitures-là, pour qu'ils soient capables de capter tout ça, il y a tellement de trucs sur la voiture, c'est quasiment même pas... Tu peux pas conduire ça, là. C'est comme si tu avais une voiture de capteur pour aller chercher les fantômes, là. C'est là que la magie c'est là que vous venez exactement concrétiser tout ça. Une voiture existante aujourd'hui, on utilise les capteurs qui existent déjà dans le véhicule, qui sont intégrés dans le véhicule, et on augmente la capacité du véhicule avec les capteurs existants. Donc, on ne rajoute pas, c'est pas un Back to the Future. Ouais, c'est exactement ça. Tu voyais les voitures là avec des antennes, avec des trucs. Je sais comme, il n'y a personne qui va conduire cette voiture-là. Google là, qui a fait, je sais pas combien de fois le tour du monde. Comme, il n'y a personne qui va conduire ça, là, tu sais. Non, t'as raison. Mais on s'entend, là. Tu sais, c'est pas la conduite autonome. Pour la conduite autonome, t'as besoin de tout ça. De capteurs à la Waymo. Si vous ne connaissez pas Waymo, je vous le dis, c'est W-A-Y-M-O. Et d'ailleurs, c'est une Nigérienne, Tekedra, qui est la CEO de Waymo. C'est la voiture autonome de référence. Donc, eux, ils ont pour à peu près 500 000 $ de capteurs dans chaque véhicule. Mais ils font du robotaxi. Et d'ici la fin de l'année prochaine, ils vont faire 50 millions de kilomètres par mois. 50 millions de kilomètres. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une grande flotte de véhicules autonomes. Et avec l'arrivée de Trump, Elon Musk, il en profite, il veut avoir des Tesla sur la route parce que c'est un marché énorme, le marché de la conduite autonome. C'est immense comme opportunité et il va vouloir utiliser les Tesla comme des iRobots, des robot drivers. Puis je pense qu'il va réussir parce que Trump va déréguler. Aujourd'hui, aux États-Unis, la barre est très élevée. Elon Musk, il va rabaisser la barre. Et pour nous, c'est des bonnes nouvelles, malgré que je suis pas d'accord, mais c'est des bonnes nouvelles pour les dark-tech. Mais, par exemple, comment tu vois ces technologies-là face à tous ces challenges? Il y a beaucoup de monde qui sont contre les voitures électriques. Ils pensent que ça va être un flop, que along the way, ça va juste s'éteindre. Il y a certains constructeurs en Europe où est-ce que tu vois, c'est un parc de véhicules qui sont là stationnés, qui se vendent pas, qui bougent pas. Je veux dire, chaque pays, chaque continent a un peu leurs problèmes différents. C'est vrai. Qui dit électrique dit coût pour recharger. Mm-hmm. On pense beaucoup ici, par exemple, au Québec, à Hydro-Québec. Oui. Hydro-Québec, je pense que les vidéos que j'ai vues, ils veulent pas trop s'aventurer, mais je peux penser à croire qu'éventuellement, c'est sûr que les coûts augmenteront. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on fait le switch de passer à une voiture électrique pour finalement payer le même prix d'une voiture à essence, sinon peut-être même plus qu'il voit? Il y a le coût de la batterie aussi. Mm-hmm. Les batteries, ça coûte extrêmement cher à concevoir les batteries. C'est une des pièces les plus importantes dans le véhicule. C'est ce qui remplace le moteur pour les voitures à essence. Dernièrement, on a la compagnie Nordvolt qui avait pour but de s'implanter ici au Québec puis de faire une usine de fabrication de batteries. Bon, là, elle est un peu dans toutes les tourmentes en ce moment avec le bankrupt aussi un peu, ils appellent faillite. Fait que le Québec a dit comme quoi que le projet allait quand même continuer. Fait que c'est quand même des gros challenges que peut-être des fois monsieur, madame, tout le monde ne voit pas sur le long terme.
Mais est-ce que selon toi, ce sont des challenges qui pourront mettre des bâtons dans les roues? Non. Le train va avancer sans ces gens-là. Là. Alors, on est au point de non-retour. Il y a un ralentissement, c'est normal. Il y a toujours un ralentissement éventuellement parce que bon, après la pandémie ou durant la pandémie, il y a comme une euphorie là, tu sais. Ouais. Puis tous les marchés ont comme accéléré et il y a eu une surproduction, une surcapacité. Tous les gouvernements partout imprimaient de l'argent comme ça, n'en pouvaient pas. Tu sais, au Canada, on n'était pas. Ouais. Tu sais, il y avait du monde qui était à la maison qui faisait rien, qui recevait plus d'argent que quand tu travaillais. Yes. Alors, donc, il y avait beaucoup d'argent qui était pour stimuler l'économie et on venait d'arriver, de passer de Trump à Biden, c'est Green Act et c'est toutes sortes d'euphorie. Il y a eu trop de capacité qui a été mis et le marché n'est pas encore prêt à adopter les batteries ou les véhicules électriques pour 2 raisons. 1, ça prend l'infrastructure. 2, il n'y a pas de marché secondaire pour les véhicules électriques parce que au bout de 10 ans, ben ta capacité de batterie, elle est plus de 100%, elle est peut-être 70-80%. Et changer une batterie dans un véhicule électrique, c'est comme changer la voiture, comme tu l'as dit, c'est comme le moteur. Alors, dans ce sens-là, tant aussi longtemps que l'infrastructure n'aura pas été établie de façon respectable, et tant aussi longtemps que les capacités de batterie ne sont pas augmentées, la densité n'est pas augmentée, et qu'on ne soit pas capable d'avoir aussi un marché secondaire pour les batteries, ben tu vas toujours avoir cette hésitation-là. Donc, les manufacturiers de véhicules, les constructeurs traditionnels comme les BMW, les Mercedes, les Volkswagen, les General Motors et ainsi de suite, les Ford, ils font de l'argent dans la combustion. C'est ça leur profit. Les batteries font pas encore d'argent. Ça leur coûte de l'argent. Tesla, eux, ils ont pas l'historique de véhicules à combustion. Ils font leur argent quand ils produisent des Tesla. Peu importe qu'ils font de l'argent ou pas, ils vont trouver une façon de monétiser. Le stock va augmenter, et ainsi de suite. Donc, eux, leur incitatif, c'est vraiment les véhicules électriques. Mais Ford, 90% de ses profits, c'est les F-Series. C'est big truck, pickup truck. General Motors, c'est les SUV, c'est les Cadillac, c'est big car. Lincoln, c'est des gros. BMW, c'est les 5 Series, 7 Series, les S-Class pour les Mercedes. C'est des gros, des G-Wagon. C'est des gros consommateurs de gaz. C'est des engins, c'est des SUVs qui consomment. Fait que pour eux, le consommateur est prêt à payer de l'argent. Puis ton G-Wagon, là, tu le gardes pendant 20 ans, tu l'as pas conduit, il est encore un G-Wagon qui vaut plus cher que quand tu l'as acheté. You know what I'm saying? Fait que versus t'achètes une Tesla, au bout de 5 ans, il y a personne qui veut ta Tesla. C'est le même prix que neuf. Alors, ça ralentit un peu l'ardeur. Puis là, maintenant, il y a eu tellement de production que la compétition, vient de partout. La Chine, c'est le dominant, c'est le joueur dominant sur les véhicules électriques. Et là, il y a comme une pause. Les gouvernements mettent la pause pour dire comment qu'on régularise tout ça, là? Comment qu'on va contrôler la concurrence chinoise qui sont déloyales? Comment qu'on va transitionner de façon à ce que l'infrastructure soit là? Au Québec, on a bien beau vouloir avoir des véhicules électriques, mais conduire de Montréal à Québec, là, faut que ta voiture te permette d'y aller. Puis avec l'hiver, on n'est pas encore là. Donc, les capacités de batterie, la densité, tout ça fait que je te dirais, on a encore un autre 5 ans de brouillard. OK. Puis au niveau de l'électricité, on nous a toujours vendu, je pense, principalement ici au Québec, là, je ne vais pas parler pour ailleurs, que c'était beaucoup plus économique, écologique. C'est vrai. Fait que vous allez sauver de l'argent, puis ça va être un plus pour l'environnement. On pense vert. Mais là, si on se retrouve à payer aussi cher, ou peut-être même plus qu'une voiture à essence, il est où le bénéfice d'aller dans l'électrique? Ben, attends une seconde. Ben, je parle au niveau de consommation. Bon, mais oui, mais attends. Tu sais,
Est-ce que tu as déjà conduit une voiture électrique? Bien sûr. Oui, il y en a Ouais, t'en as une. Bon. Mais, tu sais, en termes de charge, ton véhicule, tu vas le charger, ça va te coûter peut-être 17 piastres, 15 Ouais. piastres pour le charger. OK? Puis tu fais Montréal, Trois-Rivières à 15 $. Nomme-moi un véhicule à combustion qui va te coûter 15 piastres pour faire Ouais, mais Montréal, en ce moment, parce Oui. qu'on sait que l'électricité, en ce moment, ici au Québec, c'est pas cher. Oui. Mais comment Hydro-Québec le voit, c'est que faut s'attendre à des augmentations. Mais est-ce Oui, que mais tu ces sais pourquoi? augmentations-là, est-ce qu'ils vont être démesurées? Mais ça n'a rien à voir avec... c'est parce que Hydro-Québec, ils peuvent pas charger. Si le Québec consomme plus, il sait que ça veut dire... Mettons qu'aujourd'hui, le Québec consomme 100, OK? Puis, Hydro exporte un autre 100 aux États-Unis. Le 100 au Québec, c'est une société d'État québécoise, il va le vendre à $1. Mais aux États-Unis, il va le vendre à 3 piastres. Mhm. Fait que là, si tout d'un coup, le Québec consomme 150, mais la capacité d'Hydro-Québec est encore à 200, donc il y a juste 50 maintenant à vendre aux États-Unis. Son manque à gagner, comment est-ce qu'il va le combler? Faut qu'il le comble avec Une au Québec. augmentation, ouais. C'est ça le problème. C'est que là, maintenant, si tu as 2 millions de véhicules qui vont charger toute la nuit, mais c'est ça le problème, le dilemme d'Hydro-Québec, c'est qu'il n'y a pas une capacité illimitée. Donc là, maintenant, ils vont produire de nouvelles centrales, ils vont regarder l'éolienne, ils regardent toutes sortes de... Parce qu'ils anticipent que le pétrole va être remplacé par l'électricité, par la batterie, puis la batterie doit être chargée. Donc cette capacité qu'ils ont, aujourd'hui, ils font plus d'argent en exportant l'électricité qu'en le vendant ici au Québec. Et donc, si on augmente notre demande ici, quelqu'un doit le payer. Mais c'est quoi? Il y a pas un programme où ce que tu charges à un certain point, où ce que tout ce qu'il y a en extra, comme tu le redonnes à Hydro, puis explique ce principe-là. Je suis pas trop sûr de comprendre. Si tu génères, mais la loi, tu peux pas compétitionner Hydro-Québec. Donc, aux États-Unis, tu sais, ou en New Jersey, par exemple, tu vas à PSEG ou PG&E, ben, eux, si tu crées de l'énergie avec un panneau solaire, puis mettons, tu crées 200 kWh, puis tu consommes 180, tu as 20 kWh que tu peux revendre au grid. Mais aux États-Unis, ce sont des sociétés privées. Ouais, c'est ça. Donc, fait que tu peux faire de l'argent. En Europe aussi, en Allemagne, ils ont ça. Mais ici, c'est une société d'État. Donc, là, récemment, ils ont commencé à ouvrir pour certaines industries qui sont génératrices d'électricité le droit de revendre leur excès au grid. C'est parce que le calcul d'Hydro-Québec, c'est qu'ils se disent si il y a de l'excès, qui peut remettre ça sur le grid au Québec. Pour le vendre aux États-Unis à plus cher. C'est un calcul. C'est terrible, hein? Oh my God. OK. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en along the way, on espère surtout, moi j'ai une voiture électrique, puis c'est sûr, moi, la première chose, c'est toujours une question d'autonomie de batterie. Le moins de temps que je passe à la recharger, le mieux que c'est pour moi. Ouais, c'est sûr. C'est exact, c'est le mieux. En ce moment, j'ai une autonomie de 400 km. Ce qui est... C'est nominal ou effectif? C'est effectif. Ah oui, tu as vraiment 400 km de conduite. Comme tu as été aux États-Unis. Tu as été aux États-Unis avec. Ouais. Comment ça s'est passé? 400 km de conduite sur une charge? Sur une charge. Wow! C'est quel véhicule? Un Tesla. Un Tesla, wow. Okay, quel modèle? Regarde, je vais dire 390. Ben, quand même, c'est proche de 400. Non, c'est ça. C'est intéressant. 390. Je pensais pas que c'était aussi performant. Mais si tu te rends aussi bas, là, tu te mets dans une situation où... C'est ça. C'est ça, là. J'écoute pas de musique, je mets pas de chauffage. Je ferme l'écran pendant que je conduis. Tout ce qui prend de l'électricité, là, c'est off. Exact. À part la pédale. Fait que, l'été, pour vrai, c'est pas si pire. L'hiver... Là, ça va être ton premier hiver avec ça. Là, tu vas tester. Là. L'hiver, c'est autre chose. Non, mais il est encore bon. C'est ta première année? Ouais, ça va être mon premier hiver. Ta batterie, elle est bonne encore pour 2 ans. Mais dès que tu vas entamer ta 3e année, Mais ce qu'ils disent, Tesla, sur leur site, ok, tu me diras si c'est vrai ou pas,
c'est que leur nouvelle batterie, LFS, ou les nouvelles batteries Oui. que tu peux charger à 100% en tout temps. Mhm. Mais il y a toujours un discharge, c'est physique. Alors, ils peuvent pas te vendre la bullshit. Exact. Fait Yeah. mais ils disent que elle perd moins d'autonomie au fil du temps. C'est ce qu'ils Donc, disent. elle est plus dense, donc c'est clair. Ce qui veut dire que ta voiture est Oui, plus lourde. ouais. Fait que you lose somewhere. Hein? Donc, mais c'est bon marketing. Parce qu'ils peuvent te dire, regarde, t'as un range de 500 km, effectivement, mais il y a un prix à ça. C'est que ton range effectif est pas mal moins. Parce que du moment que si ton véhicule est plus lourd, donc il demande beaucoup plus d'efforts pour ton torque. Et en plus de ça, tu vas rouler pendant plus longtemps avec plus de poids. Là, tu rajoutes l'énergie. Beaucoup de conditions externes qui viennent affecter cette autonomie-là. S'il n'y a pas 4-5 personnes en arrière. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est ça. Donc, mais faut donner à Tesla ce qui appartient à Tesla. Là. Ils l'ont figuré, ils sont des années-lumière devant les autres constructeurs. Puis c'est pas pour rien que Tesla vaut plus que tout l'ensemble de ces constructeurs-là combinés. Mais, tu sais, regarde, so far, moi, je suis satisfait, mais... T'as fait un bon achat. Moi, je suis un gros fan de Lexus, là. Puis, quand j'ai bon vu... noir. Les noirs. Toyota. Yes. Là, les noms, je dirais, les noms que je connais sont plus BMW. Oui, aujourd'hui. Oui, maintenant, mais Toyota, c'est quand même la... Exact. Moi, c'est comme, la le ressource. moins que je passe au garage, le mieux que c'est. Ça, c'est vrai. Les Fait Japonais que je sont me suis bonnes dit, pour regarde, ça. Lexus, c'est ça. Mais Lexus n'était pas encore rendu côté électrique. Puis j'étais comme, j'ai essayé de faire le saut avec Tesla. Puis, effectivement, quand j'ai fait mes recherches, mon idée, c'était de garder ma Tesla peut-être en 3 ans, m'en débarrasser, puis de voir où est-ce que le marché en est, principalement le Lexus, parce que moi, je vais revenir avec Lexus, mais où est-ce qu'il en est principalement avec le marché électrique. C'est ça, c'est vraiment le marché secondaire. Tu vas des voitures électriques qui ont 3 ans, 4 ans, là. C'est comme 80% de dépréciation, là. Wow. C'est malade. Ouais. Mais il y en a qui font beaucoup d'argent avec les subventions du gouvernement. Ah, bien sûr. Ouais. Donc, ils prennent cette subvention, ils revendent la voiture, puis ils se font la palette. Fait que la personne qui le rachète, lui, il n'a pas eu la subvention, il paye plein prix. Fait que lui qui le vend, il mort de rire. Ouais, il mort de rire. Ouais. Mais tu vois, c'est toujours un signe. Quand tu vas voir des compagnies comme Avis Enterprise, leur flotte, c'est encore majoritairement combustion. En fait, Enterprise avait fait un deal avec Tesla. Ils ont cancellé le deal. Parce que le modèle d'affaires des compagnies de location de voitures, c'est ils louent une voiture, ils achètent la voiture, au bout d'un an, ils la revendent. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Ils attendent pas la full dépréciation. Ils la revendent après avec 20, 30, 40 000 kilomètres, puis ils la revendent à un bon prix et ils recommencent. Donc, ils achètent pas au prix du consommateur, ils achètent au prix du gros. Ils ont des deals, là. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont fait un deal avec Tesla, puis ils réalisent qu'au bout d'un an, ils peuvent pas le faire revendre. Autant d'argent. Ils sont pris avec plein de Tesla. Donc, that's crazy. Donc, ils ont cancellé le deal avec Tesla. Ouais. C'est quoi la voiture que tu conduis en ce moment? Moi, je conduis une Mercedes. Électrique ou à essence? Non, je suis encore à essence. À essence? Ouais. Pour bientôt? L'électrique? Pas pour bientôt. Ah non? Non. Pourquoi? En 2030. En 2030? Ouais. Pourquoi Parce que aussitôt? je fais beaucoup de routes. OK. Donc, c'est pas Ta efficace. situation ne te le efficace, permet pas ouais. encore. Non, je fais Montréal-Québec, là, tout le temps. Ouais. Donc, tu sais, ma voiture, j'ai une 2020. J'ai déjà 140 000 kilomètres. D'abord, OK, ouais. Ouais, mais Montréal-Québec, ça accumule beaucoup de kilomètres. Clair, très rapidement. Je fais 2 fois. Ouais, puis tu peux le faire rapido, c'est ça, c'est 2 heures, là. Fait que tu le fais 2 fois, 3 fois. À essence, ça a une autonomie de combien? Ben, un plein, je fais aller-retour, là. Montréal-Québec, c'est combien de kilomètres? Ouais. Montréal-Québec, c'est 300 quelques? Ben, c'est 280 kilomètres, à peu près. Donc, je suis capable de faire aller-retour. OK, quand même. C'est bon. OK.
Ouais, un plein me donne 800 km de façon nominale. Effectif, probablement 700. 5. Ouais. Donc, je fais aller-retour sans problème. Est-ce que les DACTAC va être affilié avec certaines compagnies directes ou pas encore? Est-ce que ce serait ça le but éventuellement? Ben, le but, oui, ben, on a des partenariats, mais aussi nos clients sont autant les équipementiers que les manufacturiers. Et nos produits vont être sur le marché d'ici 2028-29, intégrés dans des véhicules. Un partenariat avec Tesla, est-ce que c'est envisageable? Non. Non? Tesla font tout ce qu'ils font, c'est à l'interne. C'est vraiment juste eux. Oui. Parce qu'ils font maintenant eux-mêmes leur batterie aussi. Leur batterie, leur chip, mais ils font tout. Ouais. Toute leur technologie, c'est à l'interne. Ouais, parfait. On va changer de sujet. On va aller au niveau de la diversité, les engagements communautaires, immigrants. Toi, t'es dans tout ce qui est technologie. J'ose croire que le nombre d'immigrants est pas énorme dans ce secteur d'activité-là, si je me trompe. Ben, en fait, je vais corriger. Il y a beaucoup d'immigrants, mais pas assez d'afro-descendants. Donc, Ok. partout où est-ce que je vais, je suis l'exception ou unique ou un des seuls. Donc, c'est pas une voie que je te dirais qui a été prisée par les afro-descendants. Tu sais, on a beaucoup de médecins, d'avocats, des ingénieurs mécaniques civils, mais technologie de pointe, il y en a pas beaucoup. Alors que tu as beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Indiens, beaucoup d'Européens de l'Est, mais même de plus en plus de Brésiliens, Sud-Américains, mais pas beaucoup d'Afro-descendants. Comment faire pour promouvoir ce secteur-là plus au niveau de notre communauté? C'est, si tu consommes, tu peux aussi développer, mais c'est surtout, ça prend de plus de modèles. Ça, tu sais, l'intérêt aux technologies, ça commence très jeune parce que tu peux pas aller dans le domaine des sciences appliquées ou des STEM, comme ils disent, c'est sans les maths, la physique, la chimie. Donc, faut très jeune inciter, tu sais, ou même pas inciter parce que t'as pas besoin d'aimer, là, tu sais, c'est de la pratique. Tu sais, les gens pensent que les mathématiques, c'est faut que tu... Non, c'est pour résoudre des problèmes complexes. Mais les mathématiques de base qui vont t'amener à devenir un ingénieur, t'as pas besoin d'être ingénieur, t'as besoin d'être discipliné. Ouais, puis de le pratiquer, faire tes exercices. Il y a rien d'autre, là. Un peu comme quand on a reçu Raviport, je disais, c'est une mathématicienne, elle adorait ça. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui adore les chiffres. Oui, comme mais ça. Il y a du monde qui l'adore puis qui sont pas bons. Non. Donc, exact. il y a ce côté-là aussi où ce que, mais si t'es pas bon, c'est souvent parce que tu pratiques pas assez, que tu le répètes pas assez. Fait que C'est tu tout peux simplement. pallier à ça assez facilement. Yep. Puis ça commence très jeune quand on se fait rentrer dans notre tête, tu sais, t'aimes pas ça, ben, on te laisse aller. Ouais. Tu sais, c'est la même chose avec le français, la lecture, c'est n'importe quelle chose, c'est que tu t'y appliques, tu vas y arriver. La très, très, très grande majorité des jeunes ont assez d'intelligence pour devenir des scientifiques. Le problème, c'est que ça demande la résilience. Ça demande vraiment, tu sais, un environnement qui t'encourage à l'essai-erreur, à être correct, à échouer. Puis c'est pas parce que tu passes à 60, à 65 que t'es pas bon. C'est parce que t'as pas encore trouvé l'intérêt pour que ça débloque dans ta tête. Donc, tu sais, il y en a qui sont aussi des late bloomers. Ouais. Tu sais, moi, je savais pas que j'étais bon en maths là, jusqu'à ce que j'arrive en secondaire 3, 4. Avant ça, Ah, c'est pas si late que ça. ben 3, 4, c'est tard, là, tu sais, parce que 3, 4, on commence à te dire c'est quel programme que tu vas rentrer au cégep. Ouais, c'est là que tes maths, ils comptent. Ben oui. C'est pas tes maths de 5 qui comptent, Non, c'est tes maths de non. 3 puis tes maths de 4. Ouais. Fait que, tu sais, puis je pense pas que il est tard, c'est juste que avec la persévérance, ça débloque. Puis c'est là que tu réalises. Puis plus ça débloque, plus t'aimes ça. Parce que là, tu te dis, pas si pire.
Tu sais, on te dit, man, ça va mal en maths, tu sais. Là, d'un coup, ça débloque. Là, c'était comme, shit. You know what? Ouais, laisse-moi en faire plus. Je prends l'exemple, excusez-moi, mesdames, là, mais les late bloomers, les gars, late bloomers. Le gars, il a jamais eu, tu sais, de popularité avec les filles. Puis tout d'un coup, il arrive à Il débloque. 17 ans, il débloque. Yo, danger public. Ouais. You know? Fait que, tu sais, il y en a des late bloomers, là, tu sais. Ouais, il faut les encourager. Je late bloomer. Je fais juste C'est dire ça. que les mathématiques. Faut les encourager jeunes. Oui, c'est vraiment l'encadrement, l'environnement. Moi, je dis toujours, you're the product of your environment. Si tu t'entoures de gens, c'est un petit secret à propos de France, OK? Rapidement. Moi, là, je suis un ancien sportif. J'ai joué au soccer, tu sais, presque la grande partie, tu sais, de jusqu'à début vingtaine. Puis j'étais assez bon pour représenter le Canada dans la Coupe du monde junior U16 en Écosse. Donc, tu sais, j'étais quand même pour Canada à un bon niveau. Puis je me suis blessé, j'ai pas vraiment non plus, j'avais pas l'ambition de devenir professionnel jusqu'à ce que je réalise, tu sais, que la barrière était vraiment haute. Mhm. Tu sais, quand tu joues à la Coupe du monde, tu penses que t'es bon chez vous, puis tu Là, frappes t'arrives, un hein. mur qui s'appelle, tu sais, Argentine, Colombie. Tu sais, ça fait mal. Tu te dis, waouh, la moitié d'eux autres, tu sais. Oh, une bonne soufflette. C'est une belle calotte, là. Ouais. Vraiment. Donc, mais, tu sais, moi, après ça, j'ai traité ma carrière professionnelle comme un athlète professionnel. Mhm. Donc, tu sais, je prends le parallèle de soccer ou même de basketball. Pourquoi le Serbe, il vient jouer à la NCAA aux États-Unis alors qu'il peut jouer aussi en Europe? Ou pourquoi il vient jouer à la NBA? Il vient aux États-Unis pour jouer à la NBA? Mhm. Parce que c'est la meilleure ligue au monde. Donc, si tu veux être professionnel, faut que tu t'entoures aussi de gens qui ont l'habitude de développer, de former des professionnels. Fait que moi, j'ai traité ma carrière un peu comme un athlète professionnel. Je me suis dit, si je veux devenir en technologie, c'est où que je peux aller étudier? C'est où que la densité de professionnels Mhm. en technologie est tellement forte que je vais apprendre juste par être dans l'environnement. Ben, j'étais à Boston, Massachusetts. C'était là qui était le plus proche de chez moi. Je pouvais conduire là-bas puis conduire de retour chez nous. J'avais pas besoin d'aller en Californie, qui est trop loin. Mhm. Donc, fait que moi, ça m'a permis de créer mon environnement de superstar. Fait que j'étais entouré de superstars dans mon domaine Mhm. tout le temps. Fait que quand je suis arrivé dans le monde normal, c'est-à-dire que, tu sais, tu t'entends là, tu sais, au MIT, à Northeastern, tu sais, t'es entouré de superstars, de super bolés, là, tu sais, studieux, Ouais, puis ainsi ouais. de suite. Quand t'arrives dans la vraie vie, tu te dis, wow! Tout le monde est slow, là. Tu dis, ah, t'as un avantage compétitif. Fait que Ouais. moi, c'est ce qui m'est arrivé. Puis j'ai toujours utilisé ça comme outil de développement, de dire, if you want to play in the Champions League, il faut que tu ailles où la Champions League elle se joue. Mhm. C'est pas en restant dans ton petit quartier en Mhm. pensant que tu vas pouvoir jouer dans la grande ligue. Si tu veux devenir joueur de la NBA, il faut que tu passes par la NCAA, il faut que tu te donnes les chances d'y arriver. Mais pour arriver là, il faut que tu t'essayes, il faut que tu ailles dans des tryouts, il faut Mhm. que tu te pratiques, il faut que tu t'entoures. Donc, ton environnement va avoir un effet direct sur ta capacité de réaliser tes rêves. Ouais. Puis ça demande un sacrifice. Nous, on comprend ça parce qu'on est des athlètes. Mais tu sais, la population normale, mettons, dernièrement, on entend dire vague d'immigrants, on a trop d'immigrants, ils viennent nous voler nos jobs, ils travaillent pas en plus. Fait que comment voler les jobs quand ils travaillent pas? Mais tu sais, on se fait insulter, on se fait rabaisser. Il y a des gens... Crise de logement, c'est à cause des immigrants. Ouais, ils ont tout mis sur le y a dos trop des gens comme d'immigrants. nous, ouais. Donc, comment ces gens-là, quand ils sont pas sportifs, quand ils ont pas la compétitivité dans le corps, dans le sang, parce que moi, je réalise, c'est ça la différence de monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde n'aiment pas la compétition. Ils aiment pas devoir Ils n'aiment pas ça fight. fight puis voir qu'ils sont peut-être moins bons. Ah, faut que je m'entraîne plus pour que je sois meilleur. Puis là, ça l'idée quoi. Comment qu'on fait pour encourager ces gens à dire, regarde, peut-être vois-le pas comme ça, vois-le plus comme quelque chose d'accessible, d'une passion. Comment qu'on peut développer une passion en technologie? Tu sais, c'est-tu faut qu'on le fasse jeune, sinon c'est perdu ou? Non. En fait, moi, je pense que, tu sais, il y a plusieurs points que tu amènes là. Tu sais. Donc, je vais commencer le premier, tu sais, qui est
la résistance qu'on semble voir envers l'immigration. Mais cette résistance-là, elle a toujours existé. L'Irlandais, là, quand il est arrivé ici au Québec ou aux États-Unis, où est-ce qu'on les gardait? On les laissait même pas rentrer dans la ville. Ouais. L'Irlandais était considéré comme le plus bas de plus bas de plus bas. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, il traversait même pas, tu sais, il restait sur l'île d'Orléans, là. OK? Puis on les laissait rentrer petit à petit. Aujourd'hui, personne penserait qu'un Irlandais pourrait, mais l'Irlandais qui est là depuis 150 ans, il a oublié que ses parents, là, ils étaient comme ça, c'était comme ça. Les Italiens, quand ils sont arrivés, c'était pareil. Les Chinois, quand ils sont arrivés, c'était pareil. What I'm saying here is that, tu sais, du moment que on commence à mettre des barrières pour empêcher les immigrants, c'est parce que on réalise tout simplement que ceux qui étaient là avant, qui étaient considérés comme de souche, alors qu'ils sont pas vraiment de souche, ils réalisent qu'ils risquent de se perdre. Donc, c'est une fausse bataille. Parce qu'à chaque, tu sais, 50 ans, il y a toujours une vague d'immigration pour combler les besoins du marché ou combler les besoins, tu sais, de l'environnement. Fait que pour moi, c'est temporaire. OK? C'est une question de temps. Fait que ce que ça veut dire, ça prend résilience, ça prend une vision claire de ce que l'on veut, mais en même temps aussi, faut être être patient. Tu sais, les choses, pour moi, ce que je dis, il n'a jamais été un meilleur moment pour être afrodescendant au Québec, au Canada. Peut-être pas aux États-Unis, mais au Québec et au Canada, ça n'a jamais été un meilleur temps. Le Québec, les opportunités sont là, c'est juste de les saisir. Il y a un manque de relève qui est criant. Le Québécois moyen ne fait pas d'enfants. Il y a un désir de densifier les grandes villes au Québec. Mais quand tu t'éloignes de Montréal, il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de relève. Fait qu'il y a plein d'opportunités. Il s'agit juste de sortir. Donc, tu m'as demandé pourquoi je me suis retrouvé à Québec. C'est parce que l'opportunité était à Québec. Moi, j'ai pas de gêne à aller à Québec. Mais moi, j'en connais beaucoup qui disent « Wow, comment tu fais pour aller à Québec? » Mais ça, c'est la résilience. Moi, je vais où les opportunités sont. Donc, il faut être aussi confortable à se mettre inconfortable. Il faut être à l'aise à être mal à l'aise. Et ça, on a souvent tendance à être trop à l'aise d'être entre nous. On est one degree of separation. Ouais, mais on peut se voir le week-end. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. C'est vrai. Oh, ouais, c'est bien dit. Mais, OK. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur, justement, du milieu diversifié? Tu dis, c'est de sortir de... Je l'ai dit tantôt. Ouais. Tu veux jouer dans la NBA, t'as bien beau être le champion de Montréal-Nord, le champion d'Anjou, là, tu seras jamais dans la NBA. Va être le champion de New York, le champion de Boston, le champion de Charlotte. C'est là où est-ce que la NBA, elle est. Tu veux jouer dans la Champions League, va en Europe. Donc, go where the market is. Il faut être présent là où l'argent est. Si tu veux vendre des cravates, va pas dans une convention de bikini. Voyons donc. Tu veux vendre des cravates, va dans une convention où est-ce qu'on vend des costumes. Donc, faut aller là où est-ce que le marché est. Donc, il faut se mettre dans des postures et conditions de succès. Puis parfois, nous, les afrodescendants, on a souvent de se mettre, on met la barre tellement haute que c'est difficile de réussir. Donc, si tu veux vendre des repas comme ça, c'est qui la majorité? Tout le monde mange. Non, la majorité, c'est des Québécois. OK. Bon, faut vendre aux Québécois. Puis quand ils vont avoir goûté ça, ils vont dire, oh my God. Ouais, je comprends. Ils vont, hey, Ginette, t'as-tu vu ça? Oh my God. Ouais. C'est exotique, c'est bon, Mais, et le Québécois, il est bon comme ça. Quand il aime quelque chose, il va en parler à tout son entourage. Donc, c'est comme ça que la soupe wonton est devenue soupe wonton partout. C'est comme ça que, tu sais, le General Tao Chicken est devenu General Tao Chicken partout. Il n'est pas General Tao Chicken juste pour les Chinois. Donc, il faut exporter notre valeur, nos talents, nos capacités au grand marché. On a souvent tendance à rester dans des petits marchés. Donc, ce qui fait qu'on compétitionne pour des petites affaires. Moi, j'ai 0 client de ma communauté. And I'm proud of it.
Il n'y a pas d'argent dans ma communauté pour les technologies d'aide à la conduite. Donc, j'ai pas le choix. D'ailleurs même, je ne vends pas au Québec, je ne vends pas au Canada. Ma clientèle est en Europe, est en Asie, est aux États-Unis. Donc, il faut que je sois conscient. Mon talent de développement, il est ici, mais mon marché, il est à l'international. Et je dois me mettre en posture envers le marché international. Donc, ma recommandation à tout jeune qui veut réussir tant professionnel que dans les sports ou dans l'entrepreneuriat, where's the money? Where's the market? Trouve le marché, puis vas-y. Puis c'est correct si tu te casses la gueule, puis t'échoues, t'es jeune, t'as le temps de recommencer 150 fois. Donc, la résilience devient importante. La patience, parce qu'avec le temps, si tu fais les bonnes choses, éventuellement, good thing is bound to happen. Puis t'as parlé, il n'y a pas d'argent dans la communauté, puis ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Okay? Je pense que dans notre communauté, on a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on a des traumas qui durent depuis longtemps. Fait que ce qui fait en sorte qu'on a la misère à s'implanter. J'aimerais corriger. Il n'y a pas d'argent, mais il y a de la richesse dans notre communauté. OK? Nous sommes à n'importe quel moment on a plus grande proportion de propriétaires immobiliers de toutes les générations. Aujourd'hui, tu vas rencontrer la plupart des afrodescendants, si c'est pas dans eux directement, ils ont un membre de la famille qui sont propriétaires, qui ont des logements, qui ont les moyens, they have ce que j'appelle assets. Donc, ils ont des actifs. Mais ils ne savent pas comment monétiser leurs actifs. Mais on ne l'a jamais appris aussi dans notre communauté. 100%. Et malgré qu'on soit né ici, on ne nous l'apprend pas plus à l'école. Ça, c'est sûr, c'est pas... Donc déjà là, on a deux manques à aller chercher, nous, en tant qu'identité, puis comment on peut aller chercher toutes ces ressources-là, mais on nous l'enseigne pas. C'est vrai. Mais ça aussi, mais on a aussi notre part de responsabilité. Tout à fait, 100%. Donc, moi, je vais faire un parallèle. Une de mes plus grandes déceptions de notre communauté, c'est de moins en moins vrai parce que je le vis, je le vois, le changement. Mais je fais un forum aujourd'hui. Je vais faire une conférence que je vais parler de Money Making 101. OK? Les concepts, le flow de l'argent ici au Québec, comment ça marche? Je vais avoir 10 personnes. Mais si je fais un concert, tu sais, de compas, je vais être à guichet fermé. Hey, on a notre part de responsabilité aussi. Donc, il faut qu'on soit aussi enthousiaste à nourrir notre mental qu'à s'entertain. Parce que se divertir, c'est aussi s'endormir. Si seulement c'est juste la diversité. Puis je dis pas que la musique, ce n'est pas une bonne business. Ce n'est pas une bonne... c'est la culture. J'adore l'art et la culture. Là. C'est pas ce que je dis. C'est qu'il faut doser. Il faut nourrir aussi nos ambitions. Puis on a souvent tendance à être lazy. On est à l'aise avec le moindre effort. Moi, combien de fois les gens me disent, ça m'énerve quand je l'entends, comment tu fais? Ben, c'est pas compliqué, je me lève. Puis je fais. Mais t'en fais tellement, je suis épuisé juste à te regarder. Moi, je suis fatigué juste à te voir. Parce que tu fais rien. Donc, tu sais, c'est ça. T'sais, est-ce que quelqu'un va poser, est-ce que tu verrais un blanc dire à Elon Musk, how do you do it? You do too much, Elon? Non. Personne. Mais il fait SpaceX, il fait des Twitter, XAI, il fait The Boring Company, The Tunneling, il fait Neuralink, il fait Starlink. Écoute, tu sais, il doit avoir au moins une dizaine de ventures, multi-billion-dollar ventures. Il est CEO de toutes. Et maintenant, il est dans le gouvernement. Et gouvernement. Mais personne ne se pose... Mais nous, on a souvent tendance à se rabaisser au niveau du lowest common denominator. Et là, on se dit, mais lui, il en fait ben trop. Ça, c'est diminutif. Donc, moi, depuis que j'ai l'âge de 23 ans, j'ai toujours eu plus qu'une source de revenus. Ouais. C'est ça. Ceux qui font de l'argent, ils ont plusieurs sources de revenus. Donc, soit à travers des investissements, soit parce qu'ils monétisent leur temps différemment, mais they always do multiple things. Donc,
c'est pas en pensant que tu vas faire une seule chose qu'ils pensent que tu vas Ouais. réaliser. Mais ça, c'est correct aussi. Il y a des gens qui vont se dire, mais moi, là, je suis pas à l'argent. Parfait. Ben, à ce moment-là, si t'es pas à l'argent, investis-toi auprès des jeunes, investis-toi auprès de nos communautés, des personnes âgées, donne de ton temps, fais des choses qui font avancer notre communauté. Et donc, je veux pas non plus que ça devienne un débat politisé, mais tu comprends, moi, ma frustration, c'est qu'on a tellement de capacités dans nos communautés afrodescendantes, mais on sous-utilise nos capacités. On a une capacité de 10, puis on utilise 2. Puis on se laisse abattre, on se laisse entendre qu'on est juste capable d'en faire 3. C'est comme les gens qui vont dans 2 podcasts, 3. Ils vont pas faire les podcasts en général de tout le monde. Ça, c'est... Mais c'est important ce que tu dis là, puis je vais pas stick là-dessus trop longtemps, mais parce que il y a, comme je l'ai dit tantôt là, je pense qu'on a tellement de trauma, ok, sur notre vécu en général, nous les Afro-descendants, que ça nous met tellement de barrières sur les roues. Puis on n'arrive juste pas à le manage d'une manière optimale où est-ce qu'on est capable de s'éclore personnellement et collectivement en tant que société. Je veux dire, tu sais, on prend un exemple, là, on dit toujours que les afro-descendants aux States, ils dépensent beaucoup plus d'argent dans les Jordan, dans des Mercedes, BM, etc. C'est continuellement ça. C'est vrai. Puis, c'est vrai. Ok, je pense qu'on a le même reflet, peut-être pas au même pourcentage, mais je pense ici aussi c'est un peu la même chose. Tu vas voir quelqu'un qui roule en BMW. Oui, mais moi j'ai pas de problème avec ça. Il y a aucun problème. C'est que est-ce que tu sais, si t'as $10 à dépenser, si ta capacité c'est 10, est-ce que tu dépenses $7 sur ta BM? Si tu dépenses 2 sur ta BM, go for it. Hey, pèse-en-toi 2 même. Mais c'est ça, mais là où ce que je veux en venir, c'est que ces traumas-là, tu mets constamment dans une case, puis j'ai l'impression qu'on n'arrive juste pas à s'en sortir continuellement, d'année après année, ça fait assez longtemps que ça dure, puis on n'arrive juste pas à sortir de cette case-là. Puis aussi, on va se le dire là, on chiale beaucoup aussi. Est-ce que ce serait quelque chose que faudrait qu'on arrête de faire? On se dit tout le temps, on chiale trop. Les Québécois disent, vous chialez trop, raciste ici, ça. Est-ce qu'on chiale trop? Est-ce qu'on est encore beaucoup dans la phase de la dénonciation? Ben, en fait, c'est intéressant ce que vous dites là. Moi, je le mettrais différemment. On est tu sais, la génération de Martin Luther King, Malcolm X, Mohamed Ali, tu sais, ils ont frayé le chemin pour nous. OK? Ce qui a permis aux premiers athlètes de devenir milliardaires, aux premiers entertainers de devenir milliardaires dans nos communautés. Et là, ils ont créé une espèce de blueprint pour dire, oh, il y a quelque chose qui peut se passer. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que arrêtons d'être dans des Martin Luther King, arrêtons d'être des Malcolm X, soyons des Michael Jordan, soyons des Jay-Z, soyons des Robert Johnson, soyons des Oprah. Donc, ça veut dire take action. Donc, arrête de parler, prends action. Là où est-ce qu'on est encore figé, c'est qu'on attend qu'on nous ouvre la porte. Et moi, j'arrive, je dis, shit, I'm Samson, I'm Superman, I'm gonna bust through that door, whether you like it or not. I'm gonna bust through that door. We can argue afterwards, mais je vais buster la porte. Je veux pas demander permission de rentrer. Je suis chez moi, puis quand je vais être sur l'aréna, si tu me bats, t'es meilleur que moi, tant mieux. Mais sinon, si tu me laisses dehors, tu me donnes pas la chance d'être dans l'aréna parce que tu me bloques la porte. Moi, je vais sauter sur la frontière. Je vais sauter c'est psychologique. Donc, ce que tu dis là, oui, moi, j'ai pas de problème à la revendication, mais je veux revendiquer là où est-ce que ça vaut la peine de revendiquer. Je veux revendiquer quand je suis dans l'aréna, mais pas dehors de l'aréna. Ça me sert à rien de revendiquer parce que la porte est bloquée. Mais une fois que je suis là, j'ai une responsabilité d'ouvrir la Christie de porte puis de rentrer dans la porte. Et ça, c'est un peu, tu sais, on est un peu sur le sideline.
Je vais dire qu'est-ce que je vais dire. OK? Moi, on m'écoute. Pourquoi qu'on m'écoute? Quand je dis quelque chose dans mon environnement, on m'écoute. Pourquoi? Parce que je suis dans l'aréna. Je joue la game que tout le monde joue. Je suis un entrepreneur. Je suis un performant de l'écosystème. Et quand j'ai quelque chose à dire, on m'écoute. Mais si je suis un observateur du système, puis je dis, ouais, mais vous me donnez pas ma chance. Non. Personne va t'écouter. On va dire, hey, regarde, moi, pour arriver là, j'ai tout trimé, là, pour arriver où est-ce que je suis. Pourquoi je te le donnerais? Fait que, il y a un peu de part de responsabilité. Donc, moi, pourquoi j'ai une voix? Tu sais, un autre exemple. Tu sais, du moment que tu es propriétaire dans ton quartier, ta posture est différente que si tu es locataire. Facts. You know? Facts. Donc, quelqu'un va te dire, hey, va-t'en chez vous. Tu vas dire, tabarnak, je suis chez moi, là. Ouais. Tu sais? Mais t'es locataire, tu vas faire attention, tu sais pas, you know. Tu sais? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand t'es propriétaire, tu veux pas qu'il y ait de délinquance dans ton quartier. Tu veux pas, tu sais, ton voisin là, tu fais attention, là. Ben oui, là, tu fais attention. Puis ton voisin, il ramasse pas. Tu vas dire à ton voisin, hey, peux-tu le couper, ton garçon, là? Tu sais, you know? Ça me dévalorise, là. Ben là oui, ça ouais. dévalorise. You care. Fait que quand t'es participant, t'as une voix. Donc, alors pour moi, c'est ça l'importance de dire, il faut prendre action. On n'est plus dans l'ère de revendiquer seulement. Il faut revendiquer, mais il faut aussi prendre action. C'est-à-dire, c'est pas juste d'aller voter, mais c'est aussi d'être candidat. C'est pas juste de vouloir acheter, c'est vouloir vendre aussi. C'est pas juste vouloir travailler, c'est vouloir donner des jobs aussi. C'est aussi dire, ben, peut-être que j'achèterai pas ce triplex-là à $1 million. Je vais acheter une concession à Trois-Rivières, de Shell, que le gars, il veut plus, il y a plus de relève, à $1,5 million. Puis, guess what? Ils vont te financer sans aucun problème. Mais l'immeuble ici, ils vont te dire, mais 75 000, ou je sais pas trop, 250 000, ou 350 000, tu sais. Fait que la réalité, c'est que on a on a la richesse, on a les capacités de prendre action, mais on est un peu hésitant. Puis, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que quand Vicky et moi, on a parti le groupe 3737, c'est qu'on était tannés qu'on nous dise, hey, vous chialez tout le temps. Puis ils avaient raison. OK? We have to take care of our own first. Si nous, on prend pas soin de nous, si on crée pas nos propres héros, on crée pas nos propres écosystèmes, qui va le faire? Alors, on a pris action. On avait de la misère à convaincre les gens de notre propre communauté de se joindre à nous. Certains disaient, vous êtes un groupe fermé. Si vous êtes vraiment, vous faites ça pour vous. Mais certains de la communauté. Certains des gens proches de moi, tu vas créer un ghetto. Donc, c'était ça. Il a fallu qu'on persévère, qu'on ait de la résilience pour dire, we know and we're doing the right thing. On sait que la vision, elle est bonne et qu'éventuellement, notre communauté va comprendre. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a une jeune génération qui est mobilisée. Les 25 à 35 ans, super mobilisés. Et ils ont créé un engouement autour. Ils ont voulu ils se sont dit, hey, it's now or never. Ils veulent se former, ils travaillaient, vous allez à l'école, ils veulent apprendre l'entrepreneuriat, ils se sont inscrits dans des programmes d'entrepreneuriat. On a commencé à vous dire aussi, on peut aider les OBNL. Puis aujourd'hui, le groupe 3737, c'est une référence canadienne et les communautés afrodescendantes veulent s'instruire. Les jeunes veulent prendre action, ils veulent participer. La plus grande entreprise de clôture au Québec, ça appartient à un jeune repreneur afro-descendant d'origine haïtienne. Nice. C'est un rachat. Sentinelle, c'est la plus grande compagnie de clôture au Québec. Un des plus grands distributeurs des systèmes de HVAC, des systèmes de ventilation. C'est qui maintenant? C'est des jeunes haïtiens, un jeune couple de jeunes noirs. Tu sais, j'en connais dans tous les domaines. La compagnie la plus en vogue en intelligence artificielle au Québec actuellement, c'est Érudit. C'est un jeune Sénégalais.
toutes des jeunes qui sont passés, tu sais, par des programmes du groupe 3737. Et moi, ça me donne l'énergie extraordinaire. Parce que c'est des exemples quand on dit, quand on leur donne le bon framework et ils suivent le framework, ça marche. Puis, tu sais, on en avait parlé avec ta femme Vicky aussi, 3737. On est dans la communauté, puis on le voit, tout ce qu'ils se disent. Puis, tu sais, le 3737, OK, depuis que j'en entends parler, j'entends tout le temps des bons, des mauvais commentaires dans la communauté. Jusqu'à ce que je me demande, mais Chris, pourquoi on a autant, pourquoi quelqu'un de notre communauté bâtit quelque chose qui est bien, puis qu'on est là toujours en train de pointer du doigt. Puis quand tu parlais, tu as dit des choses très importantes qui ont dit que tu as dit où est-ce que il fallait avoir des modèles. OK, puis ça clairement ça c'est un modèle, le 3737, dont toi et ta femme vous en faites partie, mais qu'aussi il faut que tu ce vouloir là, comme tu disais, de fight aussi là. Si c'est ça ta passion, mais vas-y à 10 000 à l'heure. Puis si tu tombes 2-3 fois, ben c'est correct, tu vas finir par te relever. Tu t'as donné l'exemple des clôtures, OK, l'autre que tu as dit, les systèmes de ventilation. OK, c'est toutes des choses que je sais pas si toi tu savais, mais même moi je savais pas. Non. Okay? Puis ça reste. J'ai pris en note parce que justement, il faut que je refasse ma clôture. I know who I'm encore. Tu comprends? Puis c'est toutes des choses. Puis je veux pas juste revenir trop sur le négatif, mais je pense que c'est vraiment on doit, comme tu as dit là, on doit arrêter de pas de se plaindre, mais de vraiment prendre action, okay, sur les choses. Puis comme tu disais, l'exemple de rentrer dans l'aréna, okay, je pense que c'est un très bon exemple là qu'il faut vraiment rentrer. Puis péter la porte puis tu sais, s'il y a des choses à changer, mais de le changer de l'intérieur. Et voilà. C'est beaucoup plus facile de faire des changements de l'intérieur que de l'extérieur. C'est super important. Moi, là, tu sais, j'entends pas la critique. Parce que si tu veux me critiquer, OK, faut vraiment que tu montes à Mont Everest. Parce que je suis haut. Je t'entends pas. Parce que le groupe 3737, c'est des millions et des millions de dollars que j'ai investis de ma propre poche pour ma communauté. Je ne fais zéro. J'ai vendu mon entreprise en Allemagne. 80% de mon argent, je l'ai investi dans ma communauté sans espérer zéro retour. Je n'ai jamais fait $1. Alors, tu veux me critiquer? Faut que tu montes en Christ, la style de Mont Everest. OK? Faut que tu le montes. Because until you're up there, you have no right to talk. So, pour moi, je trouve ça, c'est de la futilité. Le problème qu'on a, c'est que on a encore du travail à faire dans nous, sur nous-mêmes. We have to love each other. Quand je dis, c'est ça notre plus grand défi dans les communautés afrodescendantes, c'est de s'aimer. Parce que l'afro qui sort de Dominique République, I'm not black, I'm Dominican. L'afro qui sort de Suriname, I'm Dutch. L'afro qui sort de Cap-Vert, I'm Cape Verdean. I'm Portuguese, je sors de Brésil. You're black, man. Le blanc, il te regarde, c'est un afro. Oui, exact. Non, toi, t'as les cheveux crépus, moi, j'ai les cheveux plus light. Toi, les yeux verts, même. Mon père avait les yeux bleus. Shut up, OK? Fait que, tu sais, on aime créer des distinctions. Puis ça, c'est l'effet de l'esclavage. C'est le résultat de l'esclavage. On s'aime par notre couleur, par notre grandeur, par notre langue, mais on s'aime pas parce we're brothers and sisters. Puis moi, par défaut, vous avez mon amour. Tu sais, moi, j'aime ma communauté, ça veut pas dire que j'aime pas les autres communautés. Au contraire, j'adore les autres communautés. Là, je suis pas raciste du tout. Ce que je dis, c'est que par défaut, quand je vois quelqu'un qui me ressemble dans une foule, c'est par défaut, là. Mes antennes sont ouvertes, puis je veux aller voir, je veux connaître cette personne-là, je veux apprendre à aller. Donc, moi, j'ai été élevé dans une famille où est-ce que il fallait que t'aimes ta culture. C'était même pas un choix. Tu sais, you're black, you assume your blackness and you love yourself. Et quand tu rentres dans la salle, tout le monde te regarde parce que, shit, t'es bien dans ta peau. T'as pas de gêne, t'as pas d'inconvénient, puis t'as pas peur non plus à dire les vraies choses. Mais nous, on est encore gênés envers nous autres, puis on est encore jaloux envers nous autres.
On est encore mal à l'aise à dire que ça va bien. Tu sais, quand tu demandes à la personne, « Oh, mais je suis correct, pas pire. » Non, are you good or you're not? Tu sais, ça revient encore à la base de s'aimer. Puis moi, encore une fois, je reviens à être optimiste, OK? J'ai été élevé je suis un enfant de la génération hip-hop, OK? J'ai été élevé, pas la nouvelle génération hip-hop, la vraie génération hip-hop, là, tu sais, que, tu sais, les artistes, ils parlaient de ce qu'ils voyaient dans la rue, de ce qu'ils vivaient, mais ils avaient aucune envie de faire ce qu'ils voyaient. Ils parlaient en mal. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce qu'on a, c'est, il dit, voici ce que moi j'ai fait de mal dans le ghetto. Alors que avant, c'était, voici ce que je vois dans le ghetto. I do not produce guns. I do not produce drugs, but drugs is all over. It's running rampant in my neighborhood. Versus là, maintenant, I'm selling Cooking. 20 kills. I killed this, I have 5 teardrops. Fait que tout ça, c'est we lost our soul, we lost ourselves. Puis c'est très facile de profiter de notre faiblesse en tant que communauté parce que c'est une faiblesse qu'on ne s'aime pas assez. Puis certains vont dire, mais non, mais il est capoté, lui, il sait pas ce qu'il dit. Moi, j'adore ma communauté. S'aimer, c'est pas juste de dire s'aimer. S'aimer, c'est d'être capable de se sacrifier pour sa communauté. C'est d'être capable de se mettre mal à l'aise pour sa communauté. Donc, dans ce sens-ci, on a encore du travail à faire. L'Asiatique, c'est très rare, tu vas l'entendre, le Chinois critiquer un Chinois publiquement, ouvertement. Mais ils font ça chez eux. Mais ils font ça. Oui. C'est des humains, c'est normal. Bien sûr. Mais ils vont pas le faire publiquement. Ils ont une C'est très fierté, rare, tu vas ils ont... entendre un Indien parler mal d'un Indien. Publiquement. Mais ils vont le faire comme toutes les autres communautés. Et nous, c'est facile de le faire parce que à l'époque, encore une fois, de l'esclavagisme, on était éduqués à être compétitif, à se voir compétitif l'un envers l'autre. Fait que je vais fermer la parenthèse parce que c'est C'était chargé. un sujet lourd. Mais je reviens encore une fois, je suis optimiste parce que votre génération, c'est la génération qui va partir avec une base tellement plus forte, tellement plus haute, que je suis convaincu que vous allez fracasser des records que moi, j'aurais même pas pensé espérer y arriver. Moi, je le sais, les portes sont ouvertes. J'ai une question pour toi. Quand on parle d'action, selon toi, ton avis, on est beaucoup dans le domaine sportif, on performe bien là-dedans, le domaine de l'art, entertainment, on est bon là-dedans. Mais il y a aussi beaucoup de monde. Comment qu'on peut prendre le contrôle de cet environnement-là, à la place d'être juste le performeur? Comment qu'on peut prendre le contrôle de ça avec l'aide de la technologie, avec l'aide de ce que tu dis qu'il y a en ce moment à disposition? Il y a de la place. Qu'est-ce que tu dirais à une personne à Montréal? Hey, tu veux investir, tu veux faire comme, disons, Alex, qui est parti avec son programme de basketball à Iowa, parce qu'ici, il pouvait pas le développer. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait s'investir pour prendre contrôle de cet environnement-là, pour développer des gens de sa communauté, pour pouvoir vraiment aller chercher la scène vraiment au début et non à la fin, après que tout le monde s'est payé? Ben, moi, ce que je dis souvent, c'est que si au Québec, puis je l'ai dit tout à l'heure, Montréal, c'est dense. Mais t'arrives à Rivière-du-Loup, malgré que les gens vont te regarder, t'es une anomalie. T'es une anomalie. Mais tu mets un programme de basket, tu vas être rempli. Tu vas à Victoriaville, tu mets un programme de basket, dans 2 semaines, la ville parle de toi. So, oui, Montréal, c'est plus compliqué. Toronto, c'est plus compliqué. Mais quand tu t'en vas dans les régions, ben, tu peux te bâtir et te développer. Tout d'un coup, tu développes ta réputation. Fait que là, t'es à Victoriaville. Le gars de Drummondville, il a entendu qu'à Victoriaville, il y a quelque chose qui se passe. Fait que là, Victoriaville, ça va. Le gars de Longueuil, il a entendu, Boucherville, pardon, il a entendu qu'à Victoriaville, il y a du monde de Drummondville qui ont été jusqu'à Victoriaville. Puis, all of a sudden, Victoriaville est rendu la plaque tournante de basket dans la région centre-sud-ouest du Québec. Mais voyons donc, ça se fait. Mais c'est parce qu'on reste dans notre confort.
Puis il faut parfois sortir des fois pour conquérir plus petits marchés et après, on peut absorber des plus gros marchés. Sure. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est de réfléchir à la problématique à l'inverse. OK? So, par exemple, si tu dis, tu sais, ta difficulté, c'est que tu n'arrives pas à connaître des clients, ben à ce moment-là, est-ce que ton offre de produit est assez bon? S'il est pas assez bon, t'es pas certain, va dans un secteur où il y a moins de compétition, il y a peut-être moins de demandes, mais il y a aussi moins de compétition. Puis tes chances de réussir vont être plus grandes et tu vas pouvoir revenir dans la grande ville et avoir pas mal d'expérience et pas mal d'opportunités. Sinon, associe-toi. Ça, c'est l'autre chose aussi. Nous, tu sais, moi, je suis pas 100% propriétaire de l'Edartec. Je suis un actionnaire, je suis PDG, c'est moi qui gère la boîte, mais je suis pas le plus gros actionnaire. Je m'en fous là d'être le plus gros actionnaire. Donc, j'ai des investisseurs qui ont plus d'argent que moi là-dedans, mais tu sais, qu'est-ce qu'on dit, hein? Tu sais, tu joues avec l'argent des autres. Mais moi, c'est ce que je fais. Je joue pas là, mais tu sais, j'investis. Tu sais, je fais fructifier l'argent des autres. Ben, ça aussi, c'est t'associer avec... Vous êtes 2 dans le podcast ou 3, tu sais? Donc, ensemble, vous êtes meilleurs. Vos chances de réussir sont beaucoup plus grandes. Donc, la force de l'association, c'est aussi important. Donc, je dirais que ces éléments-là sont les éléments les plus importants. Puis, en passant, c'est mon blueprint. J'ai pas réussi à Montréal. J'ai quitté Montréal. Puis, quand je suis arrivé à Boston, des gens... Quand je leur dis « I speak French and Creole », wow! J'étais comme « wow! L'Américain moyen parle juste aucune autre langue. » Moi, j'avais l'air de... C'est une richesse. You know? Tu sais, fait que ce qui était ma faiblesse, c'est devenu maintenant, tout d'un coup, tu sais, une grande force. Mais je suis sorti de Montréal. J'étais en Allemagne, j'étais en Californie. Et quand je suis revenu, j'étais à Québec. Mais everybody knows me in Montreal because of what I did elsewhere. Not because what I did here, well, some of it, mais grande partie, moi, je me suis fait. Franz Saint-Elémy, le professionnel, a été développé largement à l'extérieur. Wow. Hey. Puis tu sais, en terminant, là, c'est fou parce qu'on l'a pas dit, je pense qu'on l'a pas dit au début, mais t'es arrivé ici à l'âge de 8 ans, puis tu parlais juste créole. Yes. Tu t'es démerdé à l'apprendre, puis t'es à... Peu importe, j'imagine, je sais pas comment tu faisais, mais t'es... Ta classe d'accueil. Ouais, classe d'accueil sûrement, mais de voir où est-ce que t'es arrivé aujourd'hui, tu sais, ça... Pas que ça nous met une claque dans la face pour ceux qui sont nés ici, mais ça nous montre que t'es... Pour le vrai, si on veut vraiment, faut le faire. Puis c'est beau de le dire, mais c'est les actions qui vont parler par elles-mêmes. Fait que, on va terminer avec un dernier point. On a parlé beaucoup de sujets, ok? Beaucoup de sujets chauds. Puis je sais que tu travailles beaucoup, ok? Ta femme nous l'a dit, on le voit aussi, là, que t'es un workaholic. Mais, au niveau passe-temps, te détendre, changer les idées. Je sais que tu viens d'une grosse famille. 3 enfants, je veux dire, comment t'arrives à te déconnecter là de tout ce système-là du travail, de technologie là? Ben, j'adore ma famille, fait que je passe beaucoup de temps avec mes enfants, mon épouse, donc tu sais, quand je suis à la maison, j'ai pas de capacité à décrocher de ma famille. Quand je suis avec eux, je suis intense. Fait que il y a ça. J'aime ça aller au match de soccer de ma fille, de mon garçon. Fait que je suis bien content de faire ça. L'autre point aussi, c'est que, tu sais, avant qu'on commence le podcast, de quoi qu'on parlait? De basket, de hockey, de football. Moi, je suis un amateur de sport. Genre, j'avoue que je regarde pas tous les matchs. Moi, je suis plus un serial highlight. Là, tu sais, dans 10 minutes, là, dis-moi ce qui se passe. Montre-moi tout ce qui se passe, I'm good. Puis là, quand les séries arrivent... Ouais, là, on peut lock in. Là, je peux... mais tu sais, j'aime beaucoup le sport. Puis il y a tellement d'apprentissage dans le sport que tu peux apprendre dans la vie, que tu sois un athlète individuel ou un athlète d'équipe, tu sais, amateur ou professionnel, j'apprends tellement, moi, ça m'inspire.
tu sais, je le dis toujours, tu sais, moi, tu sais, ce qui faisait la différence entre un Kobe Bryant puis le reste des autres, c'est que Kobe Bryant, il savait qu'une fois qu'il était sur le court, il avait déjà gagné. Attends, pas trop, là. Lui, il va commencer à Hey, s'exciter, là. C'est I'm vrai. good, I'm good. Je laisse les gens parler. Non, il savait que sa préparation Ouais. était tellement grave Ouais. que nobody could keep up with him. Fait que il avait déjà gagné. Il savait que le 4e quart, quand 5 minutes restent, il prend. Tu sais, tout le monde baisse, lui, il est en ascendant. So, moi, je suis tellement bien préparé dans ma vie professionnelle que, tu sais, je mets, tu sais, les efforts, puis je sais que je suis légitime. Et moindrement que tu me mets dans l'aréna avec n'importe qui, I'm gonna compete. Fait que je suis à l'aise avec moi-même. Je suis relax. Fait que j'ai pas de stress. Tu sais, mon seul stress, c'est de dire, I'm competing with myself. C'est moi. Ouais, je dois rester discipliné, je dois rester... Ouais. Right. Tu sais, donc, qu'est-ce que je fais? Je fais pas d'excès d'alcool. Je mange bien. Je m'entraîne à tous les jours. Je m'entoure de gens que j'aime être avec. Puis je me fais pas chier. Puis je me prends pas pour un autre. Fait que, tu sais, pour moi, ma vie, elle est fabuleuse. Fait que j'ai pas vraiment de stress dans ce sens-là. Parce que ma préparation, mon stress, c'est ma préparation. That's it. Puis une fois que je suis préparé, j'arrive dans le in the real life, dans la vraie vie. I shine, man. So, puis c'est pas de l'arrogance là, c'est pas de... Non. I did my work. Je suis prêt. So, si vous voulez vraiment un modèle qui marche, Kobe Bryant, si t'arrives dans la NBA, you've got enough talent. What makes you great is how prepared you are. How much preparation. La saison finie, une semaine après, il travaille plus que les autres. Back to work. That's why he's greatness. So, si vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la promotion, c'est parce que vous faites la moyenne. Nobody cares about la moyenne. C'est les exceptions. Si vous arrivez à savoir pourquoi vous faites pas plus d'argent, ben, vous faites la moyenne. So, are you exceptional? Look at yourself in the mirror. Are you exceptional? Do you do exceptional work? C'est quoi extraordinaire? Tu sais, c'est-tu Steven Smith? Je me souviens plus. Stephanie Smith, qui est commentateur de non, sport. Non, pas le commentateur. Kenny Smith. Kenny Smith, il a dit, tu sais, quand il était au secondaire, là, he was average. Yeah. Il était un average player. Puis un jour, il a décidé durant l'été, son coach lui a dit, you're not in shape. Fait, ce qu'il a changé, c'est qu'il prenait, au lieu, il était au 7e étage, il montait et descendait. C'est juste ça qu'il a changé. Plusieurs fois par jour. Il prenait jamais l'ascenseur. Et quand la saison a commencé high school, il a dominé tout le monde. OK? Qu'est-ce qu'il a fait? Il did the ordinary extra. So, c'est ça, extraordinary. J'ai trouvé ça tellement vrai, ce qu'il a dit. Yeah. Il a fait l'ordinaire, mais un peu plus que les autres. Et ça, you want to succeed in anything. If you don't do the extra, you will not be extraordinary. You will be ordinary. So, la morale de l'histoire, c'est que les gens on va avoir de la pression parce que on sait qu'on n'est pas préparé. Mais quand t'es préparé, let's go. Yeah. And if you beat me, all right. I'm okay with that. I'm gonna go back to work. Yes. So, moi, compétitionner, ça me rend relax. I like that. On va terminer avec un petit jeu. Yes. On va te poser différentes questions. 10 à date. Tu choisis lequel que tu préfères selon les deux choix. Les choix qu'on te donne. Ça peut être... on varie beaucoup. Ça peut être des personnes publiques, ça peut être des films, de la musique, sport, name it. Un peu de tout. Bon. Tu commences? Je commence quand? Vas-y. OK. Samsung ou Apple? Samsung. 2. Alright. Bell ou Vidéotron? Bell. Hydrogène ou électrique? Hydrogène. Oh. Yes, sir. OK. Rapidement. Ah ouais, explique donc. L'hydrogène, ben, c'est plus safe que l'électrique. L'électrique, ça prend
c'est pas renouvelable. Mais il dit que c'est tellement dur à le garder, Oui. puis que c'est combustible, Oui. qu'ils arrivent pas. J'ai vu que... Je sais Question pas de si... temps. Ouais, j'ai vu qu'il y a eu un partenariat avec BMW et Toyota. Je sais pas si c'est encore... ils voulaient faire un partenariat justement pour développer ça. Puis il parlait de... comment je pourrais dire? Tu pourrais transporter des bobonnes pour le recharger. Puis, en tout cas, ils se mettent ensemble pour performer ça le mieux. Mais, ah ouais, au vélo électrique. Ben oui. Oh. Et il y a pas si longtemps, les Tesla prenaient en feu. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça évolue quand même beaucoup plus Ah vite oui, qu'on le pense. Très vite. Ouais. OK. BYD ou Tesla? Tesla. On veut Je fais BYD? pas aux Chinois. Je fais pas confiance aux Chinois. OK. Maradona ou Pelé? Pelé, même si j'aime beaucoup Diego Armando Maradona, mais je suis fidèle à Pelé. Pelé, OK. Film ou série? Film. Film. Ouais. Je veux une finalité. Les séries, ça finit jamais. Une série de 6 épisodes. Il y a des fois, il y a des Bon, petits short échos de séries. mini-séries, oui, Et mais... si t'as besoin de la fin, J'ai là. commencé, la blague à part, là, j'ai commencé à regarder Prison Break un jour. Ah, c'est trop long, cette histoire-là. Ça finit jamais. S'échapper. C'est comme Walking Dead. Je pense Mais qu'on oui. est à 12 saisons. mais le Walking Dead, moi, j'ai bien aimé. Pareil. Bon. Ils sont rendus à 12, mais j'aime ça. OK. Déjeuner ou... Non, excuse-moi, c'est pas vrai. Nourriture haïtienne ou nourriture africaine? Oh non, haïtienne. Haïtienne? Non, non, on a la meilleure nourriture afro. Mm. C'est même pas... Ton Ça, plat- c'est même ton pas plat discutable, là. Mon plat préféré? Haïtien? Je dirais ce serait le tasso. Bon tasseau de bœuf. Mhm. Ouais. OK. Ton tour, Carl. Elon Musk ou Jeff Bezos? Oh, Musk. Musk? Il est fou, mais c'est un génie. Ouais. Ça te rejoint plus. Ça me Qu'est-ce qu'il rejoint développe? plus, mais il repousse les frontières. J'aime les pionniers qui n'ont pas peur de repousser les frontières, quitte à être marginalisés. Eddie Murphy ou Dave Chappelle? Oh, Eddie Murphy. Ouais. C'est même pas proche. Oh, ouais? Oh my goodness. C'est pas proche. OK. On parle de film. Django ou Emancipation? Django. Ouais. Django. Oh, yeah. On va parler... That nigger in the house. The big house. Nigga on a horse! Il était traumatisé. Non, j'adore ce film. T'es-tu plus quelqu'un de jour ou de nuit? Ça dépend pourquoi. Si t'as à Je choisir. performe bien le jour, mais je change de personnalité le soir. Le jour, I'm a warrior. Mais le soir, je suis un comédien, je suis relax, je suis drôle, je suis pas Ok. sérieux. OK. Dans les rappeurs d'aujourd'hui, Kendrick ou J. Cole? Oh non, Kendrick, come on. C'est même pas proche. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? J'aime Drake, il est soft, il est cool, il est canadien, mais lyriciste, wow. Si vous avez pas besoin de preuves, là, tu sais, je veux dire, ça n'a même pas rapport. Un battle, le gars, il a révolutionné le monde avec un battle. Ouais. Come on. Il a dit, je vais faire la même chose que Covid a fait. Je vais venir changer, là, Complètement. complètement ce qui se passe. Tu sais, quand est-ce que t'as déjà vu un battle devenir un theme song? Ouais. Tu sais, they ain't like us. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Regarde, sur ce, we're good to go. Je pense Yeah. qu'on a extrêmement appris avec... Moi, j'ai une question pour vous. Mais oui, vas-y. Dans 5 ans, hein, quand on va parler de vous, ça va être quoi? Disons que vous avez arrêté, là. On met votre, tu sais, your Hall of Fame, tu sais, une plaque, là, de Hall of Fame, tu sais, de votre podcast. What would we say on this plaque? Pour le podcast, Yes. dans 5 ans? Ben, de un, ça va pas être fini. C'est sûr qu'on va être encore en train de work, go at it. But at least that we gave our community some tools to function. Je veux pas être le average entertainer. Tu vas regarder 10-15 secondes de mon contenu. Non. You're gonna have to stay and sit. You're gonna have to listen, me and Caleb, avec nos invités, to actually learn
if people say that, I'm good. I've learned. J'ai regardé le complexe, j'ai regardé l'épisode avec Franz, j'ai appris que je pouvais juste aller m'inscrire. That's a win for me. I did my job. Et c'est ça un peu le but là, du podcast, créer un tremplin justement. Tant jeune, tant plus vieux, ok, au niveau de la connaissance, on a parti ça durant la pandémie, où est-ce qu'on était bombardé avec pas de représentation dans notre communauté. On n'écoute pas les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Ça fait n'importe quoi, c'est des gangs de rue, c'est ça. Fait qu'on voulait vraiment, on se disait, mais c'est pas vrai, ok. Puis si c'est pas vrai, mais comment on peut le montrer? Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas partir en podcast? I love it. Puis on est deux personnes qui sont aucunement dans ce secteur-là. Fait que moi, je parlerai jamais dans les caméras. Lui non plus. Fait qu'on s'est juste lancé. Puis on est rendu à la 4e saison. Puis les feedbacks, ok, sont des commentaires des gens c'est ce qui nous permet de continuer chaque année. Oh, ben super. Moi, je vous encouragerais de continuer à visualiser les 5-year increments. Moi, je fais toujours ça. Je me projette dans 5 ans. Puis je regarde où est-ce que je suis, puis comment est-ce que je suis arrivé là. Puis je me visualise réellement, là. Je me vois, là, tu sais. Donc, puis to a T, how did I get there? C'est quoi le chiffre? C'est quoi le nombre de temps? C'est combien de personnes qui étaient avec moi? J'essaie de visualiser ça. Puis I try to do that, tu sais, à l'inverse, puis je vous encouragerais de le faire. Puis c'est intéressant si tu demandes à Elon Musk, parce qu'il va être dans 5 ans, il va dire, I'm going to conquer Mars. He doesn't know how, but he knows where he's going to be. Right? So remember that. Yeah. Good. Merci beaucoup, Franz, merci de nous avoir reçus. Cheers to that. Cheers, brothers. Les gars. Merci de m'avoir invité. Hey, est-ce que Vicky et moi, on est les premiers couples à passer? Ouais. By far. Ouais. Puis ça, quand on parlait d'être un modèle, je trouve que ça, c'est un modèle à suivre aussi, de s'unir, puis de trouver quelqu'un avec qui tu es capable de partager la vie. C'est un travail en soi. C'est là une énergie incroyable. You know, I've never seen someone have so committed followers. Vicky a dit, moi, j'ai goûté à cette eau-là. Elle va avoir 100 personnes qui vont lui demander, où tu l'as acheté l'eau? Où est-ce que je peux l'avoir? She's an incredible ambassador. J'ai jamais vu quelqu'un avoir ce genre de... Elle a l'énergie d'Oprah. Tu sais, mais à un autre niveau, mais tu sais, elle a cette capacité-là, tu sais, de rallier des gens autour d'elle. Puis ça, c'est un talent extraordinaire. Puis elle l'utilise bien pour voir quelque chose de plus grand puis toujours aller vers l'avant là. Une super belle énergie. Honnêtement, j'ai adoré Vicky. So guys, Franz, go check him out. Tune in. 3737, vous avez besoin d'aide, allez les voir, c'est des experts. Sinon, if you're listening, you're in Alberta, you're in Toronto, you're in Edmonton, you're in Vancouver, you're in Halifax, t'es à Ottawa, Gatineau, Québec, Trois-Rivières, Shawinigan. Vous pouvez trouver le groupe 3737. That's what's up. All right, guys. See you. Peace. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.